Oui, bonjour à toutes et à tous. Hello. Hello. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est poutou au niveau du son? Oui, alors je vous ai remis le teaser de la vidéo qui est déjà sortie, mais bon, c'était installé. Coucou tout le monde. Coucou les Hostzouz. Je vois qu'il y a eu un raid de Hostzouz. Il y a des gens qui étaient avant à la matinale plus tôt, la matinale des vraies personnes vaillantes, c'est-à-dire celle de Host Politique. Est-ce que c'est Poutou? C'est Poutou, ok, y a pas de souci, bah, c'est super, très bien, très bien. Le chat fonctionne, tout ça. Et ben voilà, ça va, propre le son, bah, nickel. Comment allez-vous les gens? C'était bien cette matinale, j'ai écouté qu'à la fin, quand vous parliez de trucs énervants, c'est-à-dire de députés LREM. Ça avait l'air d'être une matinale énervante un petit peu. Et on va parler de trucs énervants aussi, donc c'est cool. C'est cool aussi. Alors attendez, est-ce que j'ai bien tout mis? J'ai bien tout mis, j'ai des notes. J'ai des notes aussi, c'est un stream professionnel. Voilà, nuit pourrie mais matinale super. Ah bah voilà. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que l'inverse c'est pas mieux? Est-ce qu'il vaut pas mieux passer une bonne nuit et bien dormir et avoir une matinale un peu pourrie? Est-ce que le son des alertes est trop fort ou pas assez fort? Salut la chinoise. J'ai pas vu tous les gens avant. Voilà, merci hein, les gens qu'on follow, les gens qu'on raid. Merci Host pour le raid bien sûr. Merci l'opossum. Donc bon, alors mais, comme tous les lundis, je vous rappelle que ce que vous détestez, c'est pas le lundi, c'est le capitalisme. On va parler d'un petit sujet. Alors évidemment, comme la fois d'avant, pour ceux qui n'y étaient pas, je précise, on avait parlé des primaires US la dernière fois. Salut Delony. Euh, on avait parlé des primaires US, je précise que je ne suis pas spécialiste. Évidemment, on a un peu plus d'une heure devant nous. On a une heure et quart à peu près. Salut Psala, coucou. Mais tu es partout. Et en fait, plutôt parler de sujets sur lesquels j'ai lu dans la semaine et où j'ai trouvé des trucs intéressants. J'ai un article du Diplo d'ailleurs. Alors je sais que on va parler du Brexit et du Labour. On va pas parler du Brexit au sens de ça va être quoi le Brexit, etc. Je sais qu'Ost en plus on a parlé dans la matinale, dans sa matinale, mais on va pas parler du Brexit en tant que processus. On va parler du Brexit en tant que vote. Et son rapport avec les dernières élections avec le Labour, parce que j'ai lu des trucs assez intéressants, et j'ai l'impression qu'en France, alors c'est peut-être ma bulle de filtre, mais ça en a pas parlé ou peu parlé, et en fait c'est assez intéressant ce qui s'est passé autour de ça. Parce que vous savez que le Labour, donc la gauche anglaise, s'est pris une giga branlée aux élections générales, donc on va en parler un petit peu. Et je vous ai sorti quelques chiffres. Alors évidemment, je suis pas spécialiste. Il y a quelqu'un sur Twitter hier qui m'a dit qu'il était analyste du Labour. Euh, Pourquoi t'es dans les chaînes recommandées mais ça a l'air cool? Ah bah c'est super. Mais peut-être parce que tu t'écoutais un truc en rapport avec ça. C'est toi qui m'a dit ça sur Twitter et Twitter et Rémi. Alors voilà, alors d'ailleurs mais dans le chat, dis-moi, parce que j'ai regardé ton compte Twitter un petit peu, il y avait marqué que tu étais dans l'analyse du Labour. Alors là, donc toi tu es vraiment quelqu'un de légitime pour en parler, alors que pas moi du tout. Donc tu me corrigeras. J'ai sorti quelques chiffres, j'ai suivi quelques débats, je suis quand même pas mal l'actualité politique en Angleterre. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour faire un petit récap, bon, vous savez que le Brexit, c'est un peu voilà, c'est un peu la saison, puisque donc ça s'est officiellement produit, même si ils ont encore une période de transition. Donc concrètement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais le Brexit a été officiellement annoncé, fait. C'est la saison des Brexit, évidemment. Et donc voilà, parlons-en un petit peu. Et moi, j'ai plus envie d'en parler sur l'angle de la population en fait, des électorats, parce que bon, moi j'aime bien ça, ces trucs-là, regarder un petit peu quels corps sociaux votent quoi, favorisent quoi, etc. Et je trouve que la situation anglaise est assez intéressante, très très différente de la situation américaine ou française. On a parlé de la situation américaine avec les primaires l'autre fois, mais avec des trucs assez intéressants. Alors j'ai quelques petits chiffres, j'ai un article du Diplo que si on a le temps je vous lirai, que je trouve assez intéressant, du Diplo de février. Voilà. Alors je sais que Host, par exemple, il dit. Enfin, lui, il veut pas trop lire des articles de journaux payants. Parce que donc là, moi j'ai le truc papier, mais j'ai aussi l'abonnement au Diplo. Et en fait, qui veut pas trop en parler. Moi, je vais pas me gêner pour, si on a le temps de vous lire cet article. Parce que je trouve qu'il pose des questions intéressantes. Et peut-être, il a aussi certains angles morts. Mais c'est assez intéressant. Mais d'un côté, je fais de la pub pour le Diplo. Donc ce n'est pas un stream sponsorisé par le Diplo, mais voilà, abonnez-vous au monde diplomatique, finalement, parce que c'est vachement bien. Donc voilà.
Voilà, je peux bien lire un petit article de temps en temps du Diplo. Derrière, je vous ai mis, parce que je voulais un truc qui a un rapport avec l'Angleterre. Je vous dis ça, à chaque fois je mets un petit livre derrière, et j'en parle jamais. Là, du coup, ce que j'ai trouvé comme rapport avec l'Angleterre, c'est Authority. C'est une BD de super-héros trop bien, où vous voyez peut-être pas très bien, mais la chef de l'équipe, c'est une Britannique, et c'est écrit par des Britanniques, et c'est très bien, c'est des super-héros de gauche. Et c'est grave bien, et c'est grave spectaculaire et trop cool, comme BD déjà, en termes de super-héros. Mais en plus, c'est vachement de gauche. Et ça, c'est bien. Je suis abonné, mais je lis très peu le Diplo. Mais voilà, mais vous êtes déjà abonné au Diplo, donc en fait, finalement, je peux vous lire l'article, parce que vous pourriez le faire vous-même. Mais attendez, alors avant l'article, petit récap quand même. Je vais essayer de pas masquer le chat. Donc le Brexit, donc c'est bon, ça c'est officiel, c'est fait. Donc ils ont négocié leur truc et tout. D'ailleurs, si vous écoutez les replays de la matinale de Host de je sais plus quand, il a lu un article très intéressant sur ce qui a été obtenu par rapport à ce que les conservateurs voulaient. Puisque vous savez que c'est la droite qui fait le Brexit, hein, c'est pas une sortie par la gauche de l'UE. Donc ils voulaient quand même plutôt des trucs. Enfin, c'était le programme des conservateurs, quoi. C'était le deal des conservateurs durs, en plus, comme c'est Boris Johnson, magnifique Boris Johnson, que je vous avais mis en écran d'accueil. Bonjour les gens qui arrivent, bonjour tout le monde. Donc bon, bref, donc en fait, vous avez vu que quand même, ça fait un moment que le Brexit, il a été voté, et que ça a été un sacré bordel. Et là, les derniers trucs, ça a été que, donc pendant un moment, on a eu Theresa May, donc qui était la première ministre, je vous la fais très courte, hein, vous avez dû voir un petit peu ça quand même, qui devait faire passer son Brexit. Il est beaucoup trop tôt ici pour Brexiter. Ah bah ouais, mais il n'y a pas d'heure pour Brexiter, voyons. It's 5 o'clock. Donc Theresa May n'a pas réussi à faire accepter son deal. D'ailleurs, il y a une vidéo très drôle de... Je sais pas si vous avez vu ça. Je vous la mettrai peut-être sur le chat. Il y a une vidéo de Andy Serkis qui joue Theresa May, mais en faisant Gollum. Andy Serkis, c'est le mec qui jouait Gollum. Et qui est à Downing Street et qui protège son deal, son précieux deal. C'est assez marrant. Et donc, Theresa May avait même fait des élections générales histoire de se renforcer. Ça avait bidé. Le Labour avait fait un score assez... Elle n'avait pas gagné, mais avait fait un score assez intéressant. Voilà. Au final, Theresa May avait dégagé de son poste de chef des conservateurs, car c'est les conservateurs, donc la droite, qui dirige en Angleterre. Son surnom, c'était le Maybot, tellement elle paraissait coincée. Ouais, elle arrivait rien à faire passer. Donc elle s'est barrée, comme en Angleterre. D'ailleurs, ça pareil, un truc assez intéressant. C'est-à-dire que donc c'est les conservateurs qui ont la majorité. Theresa May, chef des conservateurs, et chef du gouvernement, du coup, première ministre. Et quand elle se casse, ce qui se passe, c'est que le vote pour savoir quel est le nouveau Premier ministre, c'est un vote interne au parti majoritaire, qui est donc les Tories. Donc Jean-Baptiste nous en a pas mal parlé hier sur Acropolis. Pour lui, c'est un non-événement, le Brexit, puisque le Brexit se déroule en réalité l'an prochain. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, de toute façon, je ne vais pas parler du processus du Brexit. C'est pas de ça que je veux parler. C'est de qui a voté le Brexit et qui est l'impact sur les élections générales en Angleterre et sur les partis anglais. Et donc voilà, donc au final, les conservateurs refont un vote en interne, donc plus ou moins en interne, pour leur nouveau leader, qui deviendra donc Premier ministre, et qui est donc Boris Johnson. Boris Johnson, où est-ce que je le vois ? Boris Johnson, donc lui, ce gars, voilà, qui est du matin, lui aussi, comme vous, finalement. Il est du matin, lui aussi. Et donc Boris Johnson, lui est un Brexiteur beaucoup plus dur que Theresa May. Il avait mené la campagne, ce qui n'est pas le cas de Theresa May, il me semble. Hein. Il ne me semble pas qu'elle était en pointe sur la question du Brexit au moment de la campagne du Brexit, qui était un référendum, je le rappelle. Et du coup, en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que Boris Johnson a refait lui-même des élections générales, donc où tout le monde vote, donc grosse campagne, etc. Et le Labour, donc la gauche, se prend une grosse branlée assez historique. Alors pas tant, je crois, en nombre de votes au final. Hein. Il me semble que j'avais vu, je l'ai pas sous les yeux, ça, mais il y avait des comparatifs de nombre de votes. Ils n'avaient pas tant perdu que ça. Par contre, ils ont perdu, coucou Adèle Selouba, ils ont perdu des fiefs que le Labour tient depuis les années 50, quoi. Genre des trucs assez importants. Et c'est ça qu'on va un petit peu regarder. Oui, Boris Johnson, qui est sympa, il amène le petit-déj. Coucou Usul. Lève-tôt ou couche-tard, Usul? Interview lève-tôt, interview couche-tard.
Et voilà. Et oui, il ramène le petit-déj, et ça, c'est assez rigolo parce que ça, c'est rigolo ou non, mais c'est un jour où où les journalistes sont venus devant chez lui, je sais plus pourquoi, pour lui poser des questions, et il est sorti avec sa gueule enfarinée et du thé. C'est super british, et pour tout ça, pour éviter de répondre aux questions comme un gros bâtard. Et vous pouvez trouver ce clip aussi sans problème sur internet, il n'y a pas de souci. Bah, je suis sur mon montage. Ah bah oui, eh ben oui, oui, c'est journée ouvrir les guillemets. C'est journée ouvrir les guillemets. Donc bon, voilà. Et donc, je vais vous montrer un truc. Parce que, en fait, vous savez que donc la majorité de l'électorat anglais, donc, enfin, en tout cas des votants, comment dire, voté pour le Brexit, donc pour le Leave. Non, mais c'est le système de scrutin qui fait ça, c'est parce que l'électorat des bastions traditionnels du Labour est pro-Brexit. Et voilà, je vais en parler de ça. Donc l'électorat avait voté pour le Brexit, donc la sortie de l'UE. Ce qui est un truc, par exemple, en France, il est clair que si on faisait un vote maintenant, c'est pas du tout une question pour nous, la sortie de l'UE, enfin très très peu. Même l'extrême droite le fait assez peu, quoi. Il reste l'UPR, et même s'il y a des gens, y compris à gauche, qui critiquent énormément l'UE, vont jusqu'à dire qu'il faut sortir de la zone euro, etc. Ou sortir des traités, etc. Mais le Brexit, c'est vraiment une question hyper centrale en Angleterre, beaucoup plus qu'en France. Et donc, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une question transpartisane. C'est-à-dire que, autant dans l'électorat que dans les élus, au sein des partis, des deux gros partis principaux, c'est-à-dire les conservateurs et les travaillistes, il y a des travaillistes pro-Leave, enfin pro-sortir de l'UE et pro-Remain, donc rester dans l'UE, et chez les conservateurs, pareil. Même si c'est pas dans les mêmes proportions. Et du coup, ça, c'est un gros bordel. Et là, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est justement comment tu gères un truc pareil. J'avais les chiffres du vote du Brexit, j'en ai trouvé plusieurs. Alors voilà, par classe sociale, par parti, par âge et par éducation. Qui vote le Brexit, en fait? Et ça, c'est vachement intéressant. Alors par parti déjà, bah, attendez, tant que je vous parle de ça, je vous montre ça. C'est des chiffres que vous pouvez vérifier sans problème, vous me direz si je dis des bêtises. Normalement, c'est des chiffres que j'avais regardé dans des articles, mais après, je vous ai trouvé des trucs graphiques. Enfin, donc je sais, j'ai plus la source des graphiques. Là, c'est Lord Ashcroft Polls. Mais vous pouvez retrouver ces chiffres un petit peu partout, il n'y a pas de souci. Je vous ai juste pris les trucs qui avaient une représentation un petit peu facile. Voilà. Il y a quand même eu une petite fête avec Philippot, Poisson, Cheminade et Asselineau ce week-end. Mais oui, mais vous voyez bien qu'en France, ces gens sont très pauvres. Déjà, c'est des gens d'extrême droite, en fait, ou affinitaires, on va dire. Si vous voulez pas ranger les gens dans des cases trop facilement, c'est quand même, voilà, c'est quand même un peu la même clique. Et c'est pas des gens très très sympas. Et en plus, ils sont pas très représentatifs. C'est-à-dire, bon, Cheminade et Asselineau, en termes de l'électorat français, je dis électorat, mais c'est même pas électorat, c'est genre, même en termes de l'opinion générale des Français, ils sont pas représentatifs de quoi que ce soit. Notre extrême droite identitaire se focus sur les musulmans chez nous, pas sur l'Europe, bah ouais, j'avoue. Et donc, vous voyez, là, vous avez les partis, donc ça, chez les Tories, du coup, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, merde, je sais pas quel est le parti en bas. Quelqu'un peut me dire le parti en bas? Ça, c'est les Tories. Chez les Tories, au moment du vote de 2015, donc, vous aviez 58% pour le Leave, 42% pour le Remain chez les Tories, donc c'est assez partagé, avec quand même une grosse majorité Leave. Tout le monde s'en fout des pro-Frexit, oui, c'est sûr, ouais. Et Labour, donc, vous aviez 63% pour rester dans le lieu, mais quand même 37%, c'est moins que chez les... C'est pas majoritaire comme ça l'était chez les conservateurs. Mais voilà. Ah, c'est le SNP. Alors oui, oui, d'accord, très bien, oui, logique, merci. Ça, c'est les Lib Dem. Donc les Lib Dem, c'est les centristes, on va dire, les centristes libéraux. Alors eux, c'est très pro-Remain, c'est bien ça? C'est les Lib Dem, ça. J'ai été chercher un graphique qui fasse joli, du coup, je sais plus à quoi correspondent les trucs. Je crois que c'est ça. Et donc voilà, UKIP, bon, UKIP c'était un parti qui s'était fait que pour le Brexit. Donc évidemment, il y a 4% qui se sont perdus et 96% qui sont pour le Leave. Les Lib Dem, eux, enfin les centristes sont très très pro-européens. Voilà, c'est ça, les Lib Dem c'est très très pro-européen, et j'imagine qu'on peut les comparer à des macronistes. Enfin, genre, c'est à peu près ce délire-là. Ça, c'est les Verts. Bon, les Verts pro-Europe, comme un peu partout, ça, j'imagine. Enfin, en tout cas, en France, c'est pareil. Et le SNP, donc, qui est le parti... Alors ça, c'est marrant, parce que c'est le parti, c'est la gauche, c'est le centre-gauche
indépendantiste écossais qui est au gouvernement en Écosse à ce moment-là. Coucou, merde, j'ai plus les... Spikel 484, j'avais pas l'alerte, j'ai failli te louper. Et donc plutôt pro-Europe au SNP, ce qui est assez étonnant parce que c'est un parti indépendantiste, mais ils sont quand même pour l'Europe. Ce qui est un truc assez intéressant, ce qui n'est pas une contradiction en fait, mais ce qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, beaucoup de partis indépendantistes en fait, ou régionalistes, sont pro-Europe. C'est le cas des Catalans aussi, par exemple. C'est pour ça que Puigdemont, là, il avait été splanqué. C'est comme ça qu'il s'appelle. Comment il s'appelle, leader catalan? Il demandait la protection de l'Europe, quoi, contre l'État espagnol. Donc, voilà. Donc ça, c'est le vote par parti. Donc vous voyez que c'est vraiment une question qui est... En France, ça n'existe pas, ça. Genre, il n'y a pas du tout une question comme ça, complètement transpartisane, à ce point-là, quoi. Et donc aussi, ça veut aussi dire un truc, c'est que la sortie de l'Europe n'est pas une question... C'est pas genre, Leave, c'est de droite, et Remain, c'est de gauche. Bah, après, on peut en débattre, mais en tout cas, dans les gens qui sont de gauche ou les gens qui sont de droite, il y a des gens de droite qui sont pour le Remain, etc. Un petit peu, à la limite, si on voulait comparer avec la France, ça serait comme, pour ceux qui ont connu le référendum, alors qui n'était pas du tout un référendum de sortie de l'Union Européenne à aucun moment, mais bon, oui, c'est le hic dans l'équation, c'est le côté l'extrême droite est contre l'Europe, bout, donc soyons pour l'Europe. Oui, évidemment, on voit bien que là, c'est pas le cas, en tout cas dans le débat anglais. Dans le débat, quand il y a eu le traité constitutionnel, donc 2005, je tiens à dire que c'était mon premier vote et que j'ai gagné. Et ce qui m'a donné une mauvaise habitude, parce que après j'ai plutôt perdu quand j'ai voté, donc j'avais commencé à m'habituer, en fait pas du tout. Donc là, c'était le non, pas à l'Europe, hein, mais au traité constitutionnel. Il y avait une partie de la droite qui était contre, et une partie de la gauche qui était contre aussi. Donc pas du tout sur les mêmes arguments, mais ça existait. Et le vote a été majoritaire pour le non, donc c'était représentatif de l'électorat français à ce moment-là, en tout cas de celui qui s'est déplacé pour voter. C'est plus facile de gagner un référendum sur une question fermée. Ah bah oui, t'as une chance sur deux, oui. Mais c'était pas gagné, parce que par contre les médias étaient pas trop pour. Mais bon, c'est une autre question. Le 4% du UKIP qui vote pour rester MDR, les gars, ils font quoi? Ouais, c'est pas clair, franchement, voter pour un parti qui parle que du Brexit, enfin, essentiellement du Brexit. Après, UKIP, c'est extrême droite, hein, quand même. Hein. Mais oui, après, bon, c'est les sondages, c'est de la marge d'erreur aussi, c'est pas très important. Donc ça, c'est par parti. Donc on voit que c'est transpartisan, ça, c'est intéressant. Et on va voir à quel point ça peut foutre la merde. L'exiters pour les leavers de gauche. Ouais, voilà. Et donc, par contre, vous avez d'autres trucs. Par exemple, vous avez donc partie âge éducation. Alors, partie on a déjà, mais là, vous avez âge et niveau d'éducation, ce qui est aussi un truc intéressant. Ça plairait à Emmanuel Todd. Bienvenue 4, tu es une pourriture communiste, bravo à toi. Donc là, vous voyez, bon, c'est en anglais, mais vous comprenez quand même. Donc ça, c'est par partie, vous retrouvez les mêmes chiffres, hein, à peu près, que dans l'autre sondage que je vous ai montré. Alors là, vous voyez, peut-être ce qui est l'écart le plus représentatif dans les chiffres dans le vote Brexit, coucou Pepezilla, c'est entre les classes d'âge. Et ça, on en a déjà parlé sur les primaires, on en avait parlé aussi pour la présidentielle française. C'est le problème OK Boomer, c'est-à-dire qu'il y a un écart énorme de vote générationnel. Salut Berumoto, tu es une pourriture communiste, je ne te félicite pas. Il y a des gens qui arrivent et qui se font traiter de pourriture communiste, alors que ça se trouve, ils n'ont rien demandé et ils sont de droite. Je m'excuse auprès d'eux. Vous voyez donc chez les 18-24 ans, 71% pour le Remain et 29% pour le Leave. Et en fait, ça ne fait que s'inverser en montant dans les âges jusqu'à arriver à 65 ans et plus, où là, c'est 36% pour rester et 64% pour partir. Ouais, on va voir comment ils vont gérer l'Écosse, oui. Bah, peut-être ils vont peut-être refaire un référendum d'indépendance, quoi. Pour aider les dirigeants d'aujourd'hui à parce que les jeunes sont biberonnés au libéralisme. Ouais, mais alors pas que aussi, il y a une histoire de... Alors ça, faudrait par contre avoir par âge, croiser le deux facteurs âge et milieu aussi, parce que j'imagine qu'il y aurait aussi le truc de... les jeunes qui votent, c'est des jeunes diplômés, et ils votent, et éventuellement des jeunes qui, même s'ils viennent de la campagne, ce qui est mon cas par exemple, vivent en ville actuellement. Moi j'ai ce profil-là par exemple. Là il y aurait, je pense qu'il y a une explication aussi parce que ça serait couplé au niveau d'études et voilà. Voilà, c'est ça, les jeunes qui votent, c'est aussi les jeunes plus privilégiés, ou en tout cas, même s'ils viennent de milieux populaires, qui ont un niveau d'éducation universitaire, peut-être, quelque chose comme ça. Matrin Pierre, tu es une pourriture communiste, bravo à toi aussi. Il n'y a que celui-là en alerte, c'est fou.
normalement, elles sont en aléatoire. Et là, vous voyez, justement, vous avez les niveaux d'éducation. Alors, GCSE ou en dessous, j'imagine c'est le bac, c'est ça? Enfin, en tout cas, vous voyez que de toute façon, c'est pas compliqué. Du plus bas au plus haut niveau d'éducation. Ou alors un brevet, peut-être, je ne sais pas. Vous avez 70% pour le livre chez les moins éduqués. Donc, là, tout âge confondu, toute classe confondue. Bac -1. Ah, d'accord. Ben merci. Heureusement que t'es là, dis donc. Et brevet, ok. Ah, alors, c'est pas bac -1, c'est encore moins, Pour aider les non? dirigeants d'aujourd'hui à interroger le monde de demain, Bref, on comprend l'idée de toute façon. et qui sont Donc, encore et là, vous voyez, pareil, vous avez une inversion complètement. C'est-à-dire que dès que vous arrivez au... En gros, les gens qui sont idéologiquement les plus favorables à l'Union européenne, ou en tout cas à être dans le marché commun, etc., et qui sont aussi peut-être les gens qui profitent de ces trucs-là. Parce que si, évidemment, si vous êtes dans les études, et par exemple, Thiriel, tu pourrais en parler, toi, vu que toi, justement, tu viens d'un milieu populaire. Désolé, je balance des trucs. Tu viens d'un milieu populaire, mais tu as un niveau d'études très supérieur. Dorénavant, j'imagine, dans ton milieu, c'est très Remain, tu vois, parce que comme t'es en Angleterre aussi, j'imagine c'est très Remain. Donc parce que aussi il y a les programmes de fac, etc., les échanges. Oui, totalement, voilà. Ça balance les dossiers. Désolé, j'ai dit que tu étais un prolétaire éduqué. Quelle horreur. Je suis vraiment désolé. je, je balance tout. Aucune intimité. Bref, mais je suis désolé, je te cite en exemple, mais c'est tout comme je me cite en exemple sur le profil sociologique. Parce que je trouve ça intéressant. Oui, oui, voilà, le milieu universitaire très très pro-Remain, ouais. Et puis c'est des milieux aussi urbains. Je crois pas que j'ai les trucs. Alors j'ai la carte par région. On pourra aller voir ça, mais juste après. Et je vais juste faire classe sociale. Parce que classe sociale, ça recoupe pas nécessairement la même chose que le niveau d'éducation, mais vous allez retrouver à peu près la même chose. Alors vous voyez que mes stats sortent un peu de partout. J'ai pris les représentations graphiques, mais vous pouvez vérifier. Normalement, il n'y a pas de souci, c'est les bonnes stats. Elles se recoupent entre les différents trucs. Donc voilà quoi. Et donc si vous prenez par classe sociale, vous voyez donc en très foncé là c'est Live et en bleu clair c'est Remain. Et vous voyez que donc si vous êtes en lower working class, donc la basse classe ouvrière, vous avez 64%, et pareil d'ailleurs en upper working class, a priori, je sais pas, c'est ouvrier qualifié, j'imagine, on dirait en français comme CSP. Vous avez donc 64% pour le Live, et en tout cas, les ouvriers qui se déplacent pour voter sont très très Brexiters. Et le Remain, donc, est à 36%. Ça, dès que tu es en classe moyenne, ça commence à être kiff-kiff bourricot. Et là, vous avez upper middle class, donc la haute classe moyenne, la classe moyenne éduquée, dirait sans doute Emmanuel Todd. Salut Bretzi, bienvenue à toi. Vous avez donc là une inversion totale, hein, 57-43. C'est un petit peu moins fort comme l'écart entre les deux, mais vous avez quand même un truc comme ça. Oui, les ouvriers qui votent, ouais, alors justement, on va venir à ça. C'est comme les ouvriers qui votent Front National en France. Alors pas tout à fait exactement, puisque justement là, la question est très spécifique et beaucoup plus transpartisane. Mm. Et justement, on va en venir à un truc, c'est que, en gros, je voudrais pas trahir le truc. Le but, c'est aussi de parler de ce qui s'est passé dans les partis politiques. Donc Boris Johnson, donc maintenant les conservateurs et donc qui ont le gouvernement ont à leur tête, et le gouvernement du coup lui aussi Boris Johnson, donc qui est un Brexiteur dur. Enfin, c'est pas un des plus durs, je crois, mais lui il était pro Brexit quoi, complètement. Il avait mené la charge pendant la campagne et tout, ce qui n'était pas le cas de Theresa May. Oui, bah là je me foule pas trop pour imiter Todd. Pourtant j'en ai bouffé parce que là il est passé chez tout le monde et du coup j'ai beaucoup écouté. Mais et d'ailleurs, ça va recouper avec des trucs qu'on va dire là, hein. Donc il y a pas de souci. Et donc là, c'est Bojo. Et donc le Labour, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le Labour, depuis quelques années, à la tête du Labour, il y avait un type qui s'appelle Jeremy Corbyn, qui, en gros, après les années Blair, qui étaient des années, ce qu'ils appellent troisième voie, c'est-à-dire, en gros, virage à droite pour les travaillistes, c'est pareil, on pourrait presque dire un genre de pré-Macron, Tony Blair, quoi.
C'est un peu anachronique, mais vous voyez un peu ce truc-là. Puis hyper atlantistes, ils ont participé à la guerre en Irak, etc. Et donc on a Jeremy Corbyn qui est un type qui sort de nulle, enfin qui sort pas de nulle part parce qu'il est élu depuis très très longtemps dans une circonscription londonienne, il me semble, Islington, c'est à Londres. Oui, il y a des gens en France qui prônent une sortie de l'UE par la gauche, et il y a des gens qui sont un peu plus nuancés, c'est-à-dire qu'on peut sortir des traités ou pas. Après, de manière générale, la gauche française m'a l'air quoi. La gauche radicale française est toujours très critique de l'UE. C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'en France on n'est pas critique de l'UE, c'est pas vrai quoi. Mais bon, tout le monde parle pas forcément de sortir de la zone euro. Todd aussi est pour sortir de la zone euro. Bref. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc Jeremy Corbyn qui avait été élu en fait par la base, c'est-à-dire qui est très très impopulaire chez les députés parce que très à gauche depuis très longtemps. C'est un profil vaguement à la Sanders, c'est-à-dire le type qui a toujours été un peu droit dans ses bottes sur une ligne très très à gauche. Et, et donc, ouais, bah alors que Blair, voilà, Blair, c'est Clinton, le PS, le virage à droite PS français, etc. Et donc voilà, soutenu par une base notamment de militants très très jeunes pour un système donc de une sorte de primaire interne qui était assez ouverte et où les gens, en fait, tu pouvais t'inscrire assez facilement. Et du coup, il y a eu une vague de gens qui ont soutenu Corbyn. Ce qui a fait aussi, d'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent à la gauche radicale, ce qui a fait aussi arriver pas mal de gens qui étaient sur des partis à gauche du Labour, ou des formations à gauche du Labour, à venir soutenir Corbyn. Si vous voyez, par exemple, Ken Loach qui, par exemple, en France, appelle à soutenir depuis des années Besancenot, Arlette Laguier, etc. Boum, est venu soutenir Corbyn, quoi. Donc, gros virage à gauche, quoi. Depuis 83, Corbyn élu, on dit sur le chat, mais merci. N'hésitez pas à balancer des infos comme ça. Alors les gens, bien entendu, vérifiez toujours est-ce que moi je dis et ce que disaient les autres gens mais, sur le chat. Mais le but, c'est d'en parler. Je le rappelle, je ne suis pas spécialiste. Et écoutez bien ce que dit Irimi sur le chat, parce qu'apparemment, il connaît très très bien. Pour l'instant, apparemment, je n'ai pas dit de bêtises. Mais tu me diras. Et sur Twitter, tu t'appelles pas comme ça, je crois. N'hésite pas à mettre ton compte aussi Twitter, tu as le droit de mettre des liens. Puisque apparemment tu commentes ce genre de choses assez régulièrement. Et donc bref, et donc virage à gauche pour le Parti travailliste, pas trop mauvais, plutôt bon résultat d'ailleurs. Tout le monde disait qu'il allait se bananer parce que c'est trop à gauche, c'est terrible, etc. Tout le monde avait dit que le Labour allait se bananer dans les élections générales précédentes, donc pas celles qui viennent de se passer là. Et en fait, ils ont fait un très bon score. Tu as fait ta thèse dessus, quelle vie. Ah mon dieu, bah, très bien, suivez-le. Suivez cette personne. Taxi, suivez cette personne. Et donc bon. Et sauf que là, par contre, énorme branlée à celle convoquée par Boris Johnson, et notamment un truc assez spécifique. Salut Embargo, bienvenue. Tu es en mode projet, c'est beau ça. Et donc vous avez grosse branlée, mais alors grosse branlée, notamment. Alors je crois que j'avais pris une carte, comme ça on verra mieux. Je vous ai sorti plein de cartes. Ouais, je me suis. Ah oui, ah non, ça c'est le référendum. J'avais pas une carte des élections générales? Si, c'en est une ça. Si, là je crois. C'est New York Times. Mais voilà, là oui, elle est bien, c'est une carte interactive, vous allez voir. Donc voilà, alors tout ce qui est bleu, c'est ce qui est à droite. Donc plus grosse branlée depuis 1935, même si a priori justement c'est pas en nombre de voix, etc. Mais voilà, il y a des gens qui demandent sur quoi ta thèse. D'ailleurs, donc n'hésite pas. Donc bon, vous voyez, vous connaissez l'Angleterre. Et donc, vous voyez tout ça, alors rouge c'est Labour. Après, il y a les autres pays, on va peut-être pas forcément les autres pays du Royaume britannique, mais vous voyez la gauche indépendantiste, très 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 bonne score très très bon score en Écosse. Le DUP en Irlande du Nord, il me semble que c'est aussi des indépendantistes. Le mec qui a perdu en 35 est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs premiers ministres ever. Ah ouais, c'est qui? Donc pour le Labour. C'est pas des indépendantistes ça, non? C'est qui DUP? Il me semblait que justement c'était plutôt des mecs un peu indépendants. C'est des unionistes irlandais? Ah merde! Ah bah c'est l'inverse alors! Mais pourquoi j'ai entendu dire qu'en Irlande du Nord c'était le bordel? Ah mais non, mais c'est parce que le Sinn Féin a fait un score de ouf, c'est ça? C'est dans le reste de l'Irlande. Dans le reste du... Mais non, ok, d'accord. C'est qu'en fait c'est séparé en... là c'est que l'Irlande du Nord, mais là on voit qu'il y a 2 votes, d'accord. C'est pour ça que j'ai entendu ça. Donc il y a quand même unionistes, ils ont quand même tout ça, mais le Sinn Féin, donc qui sont les indépendantistes de centre-gauche, il me semble,
on fait aussi des très gros scores là. Bon bref, c'est pas la question, là la question c'est, donc vous voyez quand même grosse branlée. Grosse branlée. Et si vous comparez avec, je crois qu'on peut sur cette carte là, vous voyez, élection de 2017, ils ont des élections tout le temps avec cette histoire de Brexit, donc gros bordel. Et vous voyez, bon, mais tout ce qui s'est fait manger là, tout ça là, ça s'est fait bouffer. Et ça c'est des circonscriptions du nord de l'Angleterre, qui sont des circonscriptions ouvrières. Ils en parlent dans l'article du Diplo que je vais lire juste après. Atoll est élu en 1985, en 1945, a fait la sécu et tout, nationalise plein de trucs. Bah, bravo à lui. Et en fait, ce qu'ils ont perdu, et là où c'est vraiment une branlée historique, en plus de faire pas un score terrible, c'est qu'ils perdent des bastions ouvriers du nord de l'Angleterre, qu'ils n'ont pas... Alors il y a certains trucs, on voit les trucs, il y a des circonscriptions qu'ils avaient jamais perdues depuis les années 50, les travaillistes. Quoi. Et là, ils les ont perdus, ce qui est quand même coup dur. Coup dur. Mais en réalité, donc ce que vous voyez là, donc tout ça là autour de Manchester aussi, tout ça c'est assez ouvrier en général, il me semble. Autour de Cardiff, ça se maintient, j'ai l'impression, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà. Et donc ça a été coup dur, parce qu'en gros, ils ont perdu leur vote historique ouvrier du Nord. Si ça vous rappelle quelque chose pour la gauche en France. Et en fait, il y a un truc assez simple, c'est-à-dire que moi, pour avoir suivi un petit peu les débats là-bas, sur la question sur cette question-là, il y a plein de gens qui ont dit genre oui, mais c'est parce que Corbyn, trop à gauche, gros bâtard, en plus il est désagréable, les gens l'aiment pas, c'est pas possible, il va nous faire perdre. Sauf qu'en fait, alors, je l'ai pas gardé ce sondage-là, mais il faudrait le retrouver. Il y a les électeurs qui votent Labour d'habitude, et il y a eu des enquêtes d'opinion sur ceux qui votent Labour d'habitude et qui là ont voté conservateur. Le très gros, le truc qui vient en premier, des raisons pour lesquelles ils ont changé leur vote, c'est le Brexit. C'est le Brexit. Et je crois que la question programmatique est arrivée quand elle était à 10% quoi, dans les raisons. Sur répondeur, bienvenue à toi. Sur répondeur, bienvenue à toi. Donc c'était pas un problème avec le programme de Corbyn, qui était un programme très très à gauche. Bon alors, Corbyn n'est pas très populaire, hein, faut pas non plus se cacher derrière ça, mais c'est pas c'est pas son programme économique qui lui a fait perdre le vote de ces circonscriptions ouvrières du Nord. Et ça, c'est un truc intéressant. Parce qu'en fait, en gros, je sais pas si on peut comparer avec la carte du Brexit. Est-ce qu'on peut essayer de faire ça? Ça, c'est le vote Brexit par circonscription. Donc plus c'est marron, jaune, plus c'est Remain. Pourquoi ce choix de couleur, je ne sais pas. Plus c'est bleu, et plus c'est foncé, évidemment, plus c'est Leave. Et donc, vous voyez que ces circonscriptions-là, c'est plutôt Leave. C'est des gens qui ont voté Brexit. C'est des gens qui votaient travaillistes, mais qui ont voté Brexit. Et alors que, bon, ben, en fait, les gens qui votent Remain, c'est genre... Alors, Londres, ça vote Remain à mort. Gibraltar aussi, hein, pour une raison qui m'échappe, mais Gibraltar aussi. Peut-être pas... Il n'y a pas une histoire comme quoi Gibraltar, ils vont le perdre à cause du Brexit? Il n'y a pas un bail comme ça? Bref. Donc bon, ils ont perdu, en gros, vachement sur la question du Brexit. Et le problème, c'est que le Labour, donc qui... là, on a dit qu'ils étaient passés... ils avaient fait un gros virage à gauche avec Corbyn, mais sur la question du Brexit, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, déjà, Corbyn, lui, est assez eurosceptique, on va dire. Sa position à gauche, une position... c'était pas un Brexiters officiellement en tout cas, mais il lui a été reproché de ne pas avoir défendu le Remain très très fort, on va dire. Donc voilà, par notamment les gros Remainers du Labour, mais la position en gros qu'a choisi le Labour sur le Brexit, c'est en gros été en gros, on n'est ni l'un ni l'autre. Bien au contraire, c'est-à-dire que on n'est ni un parti Brexiteur ni un parti Remainer, mais par contre, on va peut-être faire un nouveau référendum pour un deal, etc. Donc en gros, on essaye de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, et en fait, c'est une position un petit peu compliquée. C'est-à-dire qu'ils avaient la partie Remainer du Labour qui trouvait qu'ils auraient dû être un parti du Remain contre les conservateurs de Boris Johnson, qui étaient donc... leur slogan, c'était « Get Brexit Done », c'est-à-dire que c'était... à partir de maintenant, les conservateurs ont fait le Brexit, quoi. Quel que soit même s'il y a des conservateurs pro-Remain, on fait le Brexit comme des bourrins. Et en plus,
comment dire, par exemple, alors, il y avait l'UKIP, donc, qui était un parti brexiteur à fond, puis le Brexit Party, tout simplement, un nom encore plus clair de Nigel Farage, qui est un fondateur du UKIP, mais qui s'était barré, qui a fait un très très bon score aux européennes d'ailleurs, ce qui est assez ironique, mais bon, s'est fait siphonner par les conservateurs, quoi. S'est fait siphonner par les conservateurs. Le UKIP, d'ailleurs, le parti pro-Brexit de droite, ayant déjà siphonné des bastions ouvriers sur cette question-là, bastions qui étaient plutôt pro-Labour. Euh, donc voilà, donc il y a des gens qui disaient oui, le Labour aurait dû se présenter comme un parti pro-Remain, sauf qu'on l'a vu tout à l'heure, il y avait 35-40% des sympathisants travaillistes qui étaient pro-Brexit. Donc tu fais comment avec ça? Tu fais comment avec ça? C'est-à-dire tu fais Remain et tu fâches tous ces gens-là, mais tu gardes tes Remainers. Ou alors tu deviens un parti Labour pro-Brexit, donc tu fais partie du Brexit, parti contre partie du Brexit. Bref, ça a été un problème, quoi. Ça a été un problème, et en réalité, je ne sais même pas ce que voilà, les journalistes ont également beaucoup attaqué Corbyn sur sa position peu claire au début, et tout le long de l'élection, ça lui a été balancé sur les plateaux. Bah ouais. En gros, voilà, c'était position cul entre deux chaises, et en réalité, je ne sais même pas ce que la... En fait, ils étaient baisés. Ils étaient baisés. Parce que, en gros, les Remainers, s'ils se mettaient en mode non, non, nous on est un parti Remain, et dans ce cas-là, on perd notre électorat. Et là, ils auraient perdu ces circonscriptions-là encore plus fort. Ces circonscriptions qui étaient des circonscriptions ouvrières pro-Brexit qui votaient les Labour. Euh, Ils auraient perdu ça et ils auraient peut-être gagné un petit peu des Remainers. Et sachant que sur leur droite, il y a les centristes dont on parlait, le Lib Dem et aussi les Verts qui sont eux à fond Remain à balle. Donc en fait, je sais pas, je pense qu'ils étaient baisés. Et ça me fait de la peine un petit peu pour Corbyn et son manifeste qui était quand même qui avait le mérite d'être un manifeste très très à gauche avec énormément de propositions assez novateurs et tout. Mais la position, en fait, la position de Corbyn était intenable. Effectivement. Et ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est un truc qu'on voit pas en France. Et oui, alors il y a les accusations d'antisémitisme aussi de Corbyn. Alors ça, c'est un autre débat, je vais peut-être pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, ils se sont pas privés pour lui sortir ça, il n'y a pas de souci. Alors le problème, c'est que je suis obligé de autoriser quand vous dites ça. Oui, alors par contre, il est accusé d'antisémitisme, alors que bon... Boris Johnson est très très proche de l'extrême droite, mais bon, on va dire qu'il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, et ça c'est assez intéressant, parce que qu'est-ce que le Labour pouvait faire en fait sur cette question-là? En France, on se rend peut-être pas compte à quel point la question du Brexit justement est transpartisane à ce point-là, et comment en fait justement elle montre en fait qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce qui constitue le Labour, qu'est-ce qui constitue l'appui du Labour, et où en fait on voit bien que ce qui divise le vote Brexit, c'est le niveau d'éducation et de CSP, enfin de classe socio-professionnelle, catégorie socio-professionnelle, et aussi l'âge. Donc en fait, comment tu fais avec des jeunes gauchistes qui aiment beaucoup Corbyn en centre-ville parce que ouais, il est moderne et tout, et c'est cool. Et en plus, il a un programme très à gauche, mais en plus en étant très très ouvert sur des questions un petit peu de société, etc. Et la classe ouvrière traditionnelle, je devrais pas dire traditionnelle parce que souvent c'est les gens de droite qui disent traditionnel pour dire blanc, ce qui n'est pas ce que je veux dire. Coucou Rodeman, c'est vraiment au sens de les bastions ouvriers historiques du Labour qui eux sont pro-Brexit, quoi. Comment tu fais avec ça? Est-ce que tu romps la coalition, quoi? Comment tu fais ça? Et ça c'est un truc vraiment très très compliqué, quoi. D'être irréprochable, c'est juste pour la gauche. Ah bah oui, bien sûr. Donc je sais pas si vous avez des avis là-dessus. Je sais pas si t'as un avis d'ailleurs là-dessus, Irimi. Et par contre, en France, j'ai vu des analyses complètement pétées, du style Corbyn, il a tout perdu parce que c'était trop à gauche, ce qui est absolument pas le problème, en fait. En tout cas, pas sur les questions programmatiques, économiques, etc. Il y a un super bouquin sur le sujet qui s'appelle Farewell to the Leftist Working Class qui a été écrit sur le sujet. Ben voilà, très bien. Mais je pense qu'ils ont... Ben attendez, je vais... combien il reste de temps? 30 minutes. On a dit qu'on se laissait à 10 heures. J'ai l'article du Diplo à vous lire. Je vais pas avoir besoin de 30 minutes pour vous lire ça. Est-ce que j'avais un autre carte à vous montrer? Bah non, mais vous voyez bien qu'en gros ça se recoupe. C'est-à-dire que c'est les Brexiters de gauche qui ont manqué au Labour, et ces Brexiters de gauche sont... Et la campagne aussi, mais je me semble que la campagne anglaise vote de toute façon plutôt à droite en...
Nusanefix, coucou. Vote plutôt à droite, il me semble, et pro-Brexit aussi, mais vote plutôt à droite de base. Hein. Il me semble que c'est plutôt des bastions conservateurs, si je ne dis pas de bêtises, même si je généralise énormément. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la autopromo, la vidéo sur Tolkien qu'on a sorti vendredi, j'avais rajouté un passage que j'avais même monté et que j'ai viré parce qu'en fait ça aurait été compliqué à expliquer pour les gens qui ne comprennent pas la situation, mais quand je parle des hobbits et de la comté, j'avais fait un passage où je disais que en fait la comté, la Shire de Seigneur des Anneaux, mais 100% ça vote Brexit à balle. Ah, les hobbits sont grave, ils ont le profil type pro-Brexit. Genre c'est extraordinaire. C'est vraiment ça. Et j'avais même monté un passage en disant et que ce soit les hobbits Tories, donc conservateurs de droite, et merci pour ceux qui ont vu la vidéo, merci beaucoup. Et les hobbits Labour, même les hobbits Labour, c'est sûr, c'était des hobbits pro-Brexit, quoi. Et d'ailleurs, j'avais fait un super truc de montage parce que j'avais mis un spot de campagne du Labour où Martin Freeman, donc qui joue Bilbo, en plus c'est sorti à la même moment, donc il a le même âge, dit We have only one choice and it's Labour. Il soutient parce qu'il soutient le Labour, Freeman. Donc j'avais fait un super montage avec littéralement Bilbo qui appelait à voter Labour, ça m'avait fait marrer. Mais je l'ai viré parce qu'en fait on veut la director's cut, ouais. Et je sais pas si je crois que je l'ai supprimé carrément du montage, ce truc. Mais en fait je l'ai viré parce que je pense que si tu comprends pas la situation, en fait, il aurait fallu l'expliquer en 1 minute, et la vidéo en fait déjà 41, donc c'est un peu compliqué. Donc juste faire la vanne, ça marchait pas, quoi. Sauf à Brie, peut-être, ouais. C'est peut-être à Brie son remain, ouais. Trop bien la vidéo, mais trop courte, lol. Bien sûr. Donc voilà, les hobbits, c'est des Brexiters. Et c'est marrant, parce que Tyriel, tu m'as fait la réflexion après avoir vu la vidéo, alors que je t'en avais pas parlé, tu m'as dit, putain, mais c'est des Brexiters, les hobbits à fond. Et oui, parce que tu vois, c'est les petites gens de la vraie vie, les country folks de la comté, la décence ordinaire, tout ça. Mon Dieu, oui, on pourrait avoir un live où tu commandes ta dernière vidéo. Je sais pas si ça serait très intéressant, ça. Surtout des vidéos de 40 minutes comme ça paraît compliqué quand même. Ça paraît un petit peu compliqué. Je sais pas si je le release the bullshit cut, ouais. Ouais, mais j'ai viré. De toute façon, dans toutes les vidéos, il y a des passages que je vire, c'est 100% sûr. J'avais fait aussi un teaser alternatif de... Rien à voir, hein. Mais où j'avais... en fait, toute la première partie de la chanson... Vous connaissez Down Under? Cette chanson australienne. J'avais mis une cover à la fin, en générique de fin. Parce que c'est les gens qui partent de... C'est des Australiens qui voyagent à travers le monde. Et en fait, dans les paroles, ça fait... Tu peux tout à fait imaginer que ça parle du Seigneur des Anneaux. Quasiment, et j'avais fait un montage de tout le premier couplet avec que des images du Seigneur des Anneaux qui collaient trop bien. Ça, je pourrais le release peut-être, si je le finis. Mais je l'ai viré parce que ça avait pas trop de rapport. Le nom Shire, donc la comté, c'est en référence au coin, comme le Hertfordshire, Yorkshire, etc. Évidemment. Donc voilà. Alors, oui, le diplôme. Alors, en fait, parce que j'ai dit que j'allais lire, donc voilà, je redis ça, je vais vous lire un article du Diplo que je trouve intéressant, avec lequel il y a plein de choses que je peux reprocher, mais au moins il est sur la ligne Diplo habituelle, pour ceux qui connaissent, vous n'allez pas être très surpris, donc vous offusquez pas. Je l'ai en vrai, en physique, mais en fait je vais faire du bruit avec le papier, donc je vais aller sur le site du Diplo. Je l'avais le truc, car je suis abonné au Monde Diplomatique. Alors oui, il y a débat sur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais lire des articles de journaux payants, qui ne sont pas en accès libre? Moi, je pense qu'en vrai, c'est un article sur... Parce qu'un diplôme, c'est comme ça. Hein. C'est fat. Hein. Et je peux vous dire que c'est pas des... Voilà, c'est pas des brefs de comptoir. Hein. C'est compliqué. Donc, juste un comme ça. Juste un comme ça. Et en plus, je fais de la pub au diplôme, finalement. Attendez, je peux même vous dire... Ce stream n'est pas sponsorisé par le Monde Diplomatique. Parce que vraiment, je le pense, abonnez-vous au Monde Diplo. Franchement, je leur fais de la pub, ça vaut bien que je puisse lire un article, non? D'ailleurs, jusqu'à mi-février, tout le Diplo, papier plus numérique, t'as 5 €, abonnez-vous. Ah ben voilà! Ben voilà. Et sachant que... Alors voilà, je vais vraiment faire de la pub pour le Diplo là-dessus. Parce que là, si vous voulez du fond, le Diplo, c'est trop bien. Mais surtout, en fait, prenez toujours le truc avec... Enfin, le mieux, c'est vraiment de prendre l'édition numérique. Parce qu'il y a un truc qui est assez incroyable, en dehors d'avoir les news sur le Diplo, enfin tous les nouveaux diplômes, c'est surtout qu'en fait vous avez accès à toutes les archives, et je crois qu'il y a 40 ans d'articles en fait, et c'est que des articles de fond. Donc c'est incroyable, d'ailleurs ils en ressortent, etc. Donc c'est assez fou. Donc bon, je m'en veux pas trop en vrai de... Peut-être je devrais leur demander, mais moi j'ai envie de le lire. Et j'ai même fait, attendez, j'ai fait un jingle du diplôme, est-ce qu'il fonctionne?
c'est la section monde diplomatique. C'est bon, je leur ai fait cette pub là. C'est trop long ce générique. C'est trop long. Voilà. Attendez, il faut que je l'enlève, sinon je crois que ça va partir en boucle. Je fais ça à l'arrache. Attendez, donc mon article du Diplo. Pourquoi le Labour a perdu? Et oui, tu dis, Rémi, que c'est une histoire de... en fait, sur la question de l'Europe, le Labour est... Diplogicus. Le Labour est partagé sur cette question-là depuis très très longtemps. Et oui, d'ailleurs, et là, dans cet article, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des trucs intéressants sur l'histoire du Labour. Générique est validé, t'as le droit de lire l'article. Ok, cool. Donc c'est un article de Chris Bickerton, qui est ou Bickerton, je sais pas comment on prononce, qui est un politiste anglais. Alors honnêtement, j'en sais pas plus. Il est décrit comme ça. Je me suis abonné à son compte Twitter. Il m'a l'air d'être francophone d'ailleurs, enfin de parler français en plus d'être anglais. On veut ce jingle à chaque intervention vidéo de Serge Alimi, bien sûr. Alors attendez, je bois un petit peu de café avant de vous lire l'article. Il n'est pas ultra long pour du Diplo, mais ça reste du Diplo. Vous allez voir qu'il y a un débat qui est intéressant dedans. Alors qui est très ligne monde Diplo, hein, pour ceux qui connaissent, hein, c'est parti. Donc, pourquoi le Labour a perdu au Royaume-Uni? Jeremy Corbyn pris au piège du Brexit. Donc ça, c'est ce que je disais. Ce n'est pas la défaite d'un homme, mais d'une idéologie. Pour l'ancien ministre Anthony Blair, donc Tony, son prénom, l'échec du Parti travailliste lors des élections générales du 12 décembre 2019 s'expliquerait par un programme trop radical. Vous voyez, ça c'est ce que je disais, ça c'est l'analyse de merde des mecs de droite, type Tony Blair, enfin, qui de toute façon n'attendaient qu'une chose, c'est de coincer Corbyn sur n'importe quoi, sur quoi qu'il arrive, et voilà. Donc, attends, alors la personne qui m'a envoyé un MP, je te réponds tout à l'heure, il n'y a pas de souci par rapport au bouquin, il n'y a aucun problème. Et donc voilà, ces gens, de toute façon, il aurait pu y avoir n'importe quoi, genre ils ont perdu à cause de la bombe atomique, ils auraient dit que c'était à la faute de Jeremy Corbyn, donc voilà. Tout le combat de Blair, c'était d'enlever la classe de la Constitution qui attachait le parti à une logique collectiviste, bah voilà. Alors, il existe une autre analyse du scrutin qui cerne sans doute mieux les difficultés auxquelles se trouve confrontée la gauche britannique. Sachant qu'on précise qu'on est un petit peu comme aux États-Unis dans un. Alors, c'est un petit peu moins bipartisan parce que t'as quand même les Lib Dem au centre. Et d'ailleurs, si ça avait été un problème programmatique, enfin uniquement programmatique de programme trop à gauche, pourquoi les libéraux pro-Remain n'ont pas banqué là-dessus? C'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas cartonné, en fait, aux élections. Si, en fait, le programme de Corbyn était trop à gauche, et ben, comment se fait-il que les partis pro-Remain n'en ont pas plus profité? Ça n'a pas de sens. Les partis centristes n'en ont pas profité. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour les gens qui disent qu'il aurait dû soutenir le Remain, parce que, en fait, les partis pro-Remain n'ont pas scoré de ouf non plus. Donc bon. Il est difficile de dire l'ampleur de la défaite subie par le Parti travailliste, donc le Labour, lors des élections législatives de décembre dernier au Royaume-Uni. Redcar, une circonscription... Redcar, la voiture rouge, une circonscription située au bord de la Tisse, dans le nord-est de l'Angleterre. Alors, désolé pour la prononciation, hein, des trucs du fin fond, des bleds du fin fond du nord de l'Angleterre, je ne sais pas. Les libéraux ont un bilan indéfendable de leur coalition. Bah oui, parce qu'ils ont été en coalition avec les Tories. Dans le nord-est de l'Angleterre, n'avait jamais élu un député conservateur avant le soir du 12 décembre. Bliss Valley, un peu plus au nord, a été tenue par les travaillistes depuis 1950, elle a également basculé à droite. La distribution des sièges du Parti travailliste a longtemps reflété l'histoire sociale et économique du pays. C'est ça qui m'intéresse. Dans le nord-est de l'Angleterre, l'industrie l'industrie navale du Tyneside et les mines fournissaient ses bataillons au Labour, donc classique industrie du Nord ouvrière. La classique, ça existe dans plein d'endroits. Plus au sud, les grandes villes industrielles, donc Liverpool, Manchester, Sheffield, constituent un solide pilier électoral pour la gauche. Pareil, classique, grande ville ouvrière. En y ajoutant l'importante concentration de socialistes dans la zone industrielle de Birmingham et des Midlands, on voyait se dessiner un mur rouge. Donc c'est ce qu'on voyait sur la carte. J'ai fermé la carte, mais vous voyez le mur en haut. C'est un mur un peu en arc de cercle. Donc voilà. Cette frontière séparait le nord, à l'âme travailliste, du sud de l'Angleterre, prospère et fidèle à la droite, surtout dans les fameux Home Counties du sud-est. Alors ça, je connais pas du tout cette région, mais j'imagine que... Est-ce que c'est pas un peu la comté, justement? Est-ce que c'est pas un peu ça, la comté?
Avec son écosystème sociologique et politique spécifique, Londres, cœur battant du soutien au dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, fait figure d'exception, comme la plupart des grandes villes européennes. La représentation politique de la... Alors, Londres, justement, gros vote travailliste, y compris sur des programmes très très à gauche, mais à fond Remain. On avait vu sur la carte que c'était à fond Remain, puisque grand centre-ville, connecté à l'Europe, tout ça, on est très moderne, on a tous fait Erasmus, c'est super. Coucou Fat Squirrel, tu mérites un poutou. Le voilà. La représentation politique de la classe ouvrière au Royaume-Uni recoupe l'histoire de 3 grands acteurs. Alors ça, je savais pas. C'est assez intéressant. Les églises non conformistes ou dissidentes. Alors si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est les églises non conformistes ou dissidentes, ça je ne sais pas du tout. C'est quoi elles sont dissidentes à quoi et non conformistes à quoi? C'est juste qu'elles sont anglicanes? Je comprends pas trop ça. Vous pouvez me le dire. Donc les églises, il y a 3 axes. Les églises non conformistes, les syndicats et le parti travailliste. Ensemble, églises et syndicats ont donné naissance au Labour en 1906. Donc incroyable, donc ça veut dire qu'il y avait une composante religieuse au début du siècle là-dedans. Oh, c'est les vannes sur la pédophilie tout de suite. Non anglicane du coup? À la religion d'État. Donc c'est quoi, c'est des catholiques en fait? Bah non, des protestants mais pas anglicans? C'est des églises d'extrême droite qui insultent les femmes. Protestantes mais non anglicanes, ok. Donc voilà, au cours du XXe siècle, en particulier après l'invention du secteur public moderne, dans les années 1940, réforme du système éducatif en 1944, création du système de santé en 1948, on en parlait tout à l'heure, un peu comme chez nous, welfare state, donc voilà, comme vous avez tous vu cet épisode de Doctor Who où il retourne au moment de la guerre, qui est un épisode écrit par Moffat, mais c'est dans la première saison, c'est avec Eccleston en docteur, et quand il se casse, quand il laisse les gens sur place, donc à la fin de la guerre, il leur dit and don't forget the welfare state, donc et n'oubliez pas l'État-providence. Parce que juste après, ils vont faire ça, et le docteur de Doctor Who, qui manifestement est de gauche, sans de cette réplique, est à fond pour le welfare state. Il y a une grosse tradition de gauche dans l'église au début du XXe siècle, car font beaucoup de caritatifs dans les quartiers ouvriers. Mais ça, moi, ça m'étonne pas du tout. Ça, c'est un truc qui m'énerve chez un peu des gauchistes nouvelle génération. C'est genre, l'église, c'est réactionnaire. C'est forcément réactionnaire, alors qu'il y a une culture des églises d'ailleurs, hein, c'est pas forcément l'église en tant que telle, et des religions qui évidemment ont un rôle social dans les classes populaires qui fait qu'il y a quand même une tradition d'émancipation, ou en tout cas de gestion de la vie collective, et pas nécessairement de la charité, même juste de la solidarité dans les classes populaires. Et en plus, comment dire, il y a aussi une tradition qui est que quand ta vie c'est un peu de la merde et que t'es exploité, etc., ben, la religion, ça t'intéresse quand même pas mal. Parce qu'on va dire que peut-être après, si tu te tiens bien et tout et que t'es cool, tu auras un truc un peu moins pourri après la mort, ou ce genre de choses, où Dieu veille sur toi et t'es quelqu'un de bien et c'est cool, et c'est quand même assez rassurant quand t'es traité comme de la merde toute la journée. Comme disait Karl Marx, l'opium du peuple, et ce qu'on oublie toujours de rajouter dans la citation, j'ai pas la citation de tête, mais la citation de l'opium du peuple, c'est pas juste Karl Marx qui dit ouais la religion c'est l'opium du peuple, bah caca, c'est il dit que en fait tant qu'on n'aura pas réglé la vallée de larmes, il appelle ça de l'existence matérielle des gens, ils se tourneront toujours vers ce genre de truc. Et c'est un truc qu'on voit très bien dans le film Silence de Scorsese, où on voit que les chrétiens japonais, les japonais qui se tournent vers le christianisme, c'est vachement les japonais qui ont des grosses vies de merde, quoi. Et pas individuellement, mais collectivement, c'est-à-dire qu'ils sont dans des bleds vraiment tout pourris, quoi. Les grands fondateurs du Parti travailliste sont extrêmement chrétiens, pensent qu'il faut amener une nouvelle Jérusalem et tout ça, ben voyez. Yo, c'est Toroski, coucou. Et donc, bon, j'en étais où? Donc voilà. Donc, je reprends au cours du XXe siècle, en particulier après l'invention du secteur public moderne dans les années 40, réforme du système éducatif en 44, création du système de santé en 48, la société britannique s'est structurée autour d'un certain nombre d'institutions qui régissaient non seulement la vie politique, mais également la vie économique et culturelle. Durant de longues décennies, le Parti travailliste a façonné un monde, un ensemble de pratiques quotidiennes et de connaissances totalement distinctes de l'univers conservateur.
Longtemps, obtenir tel ou tel emploi pouvait impliquer de présenter une carte de membre du Labour, par exemple. La vie quotidienne dans le Tyneside ou le Wirral, je ne sais pas, parce que comment c'est, je ne connais pas, comment on dit, était organisée autour de la communauté de gauche, comme on a pu l'observer aussi dans la banlieue rouge de Turin ou dans le nord Pas-de-Calais français. Et puis, des choses ont évolué. Ça, c'est un truc qu'on a vachement oublié. Bon, alors, par rapport au Labour, parce que aussi on ne connaît pas, parce qu'on est français, peut-être. Mais en fait, c'est un rôle qu'avait, alors, les sociodémocrates dans une moindre mesure, mais le Parti communiste. C'est-à-dire que c'était pas juste un parti, tu te présentes aux élections, tu fais des voix, bonjour, et t'as le député maire. C'est qu'en fait, c'est tout un tissu économique et social, en fait. Énorme. Et les partis, alors ça, on peut discuter de si c'est bien ou mal, mais avaient un rôle social assez important, quoi. Moi, je sais que je viens du Limousin. On parlait dans la vidéo sur Noël, mais... alors moi, évidemment, je suis trop jeune pour avoir vraiment connu ça. Mais le Parti communiste, par exemple, dans les campagnes, organisait vraiment la vie et avait remplacé, par exemple, pas mal de fonctions sociales de l'Église. Donc bref. Donc c'est un peu le même délire. Coucou le Valfort. Donc bon, voilà. Faut pas confondre bas clergé et Église. Ah oui, mais ça débat. Mais allez-y, débattez, y a pas de souci. Je vais pas forcément lire tous les débats. Le Parti communiste britannique faisait l'inverse de nous. Il a passé toute la première moitié du XXe siècle à essayer de devenir un membre du Parti travailliste. Ok. Ils lui ont dit non. Embourgeoisement accéléré. Avec leur libération de la sexualité et des mœurs, les Swinging Sixties, donc les années 60 avec la libération sexualité et des mœurs, entament l'aura des églises non conformistes et de cette religiosité de gauche si déterminante dans la fondation du Labour. Donc boum, les années 60, coup dur pour l'église parce que, évidemment, même si c'est église de religiosité de gauche, pas ouf là-dessus, l'église. Genre, l'église pas trop chaude pour ces trucs-là. Et du coup, comme les gens ont dit, ouais, mais si, en fait, ça serait bien, et ben, coup dur pour l'église. La fin de la décennie suivante, je fais des grosses caricatures, mais bon, on se comprend. Ils ont même interdit aux communistes de demander l'affiliation individuelle. Oui, mais je crois que de toute façon, justement, le PC anglais, c'est très faible. Hein. C'est très très faible. Hein. De toute façon, dans les pays anglo-saxons, c'est pas forcément là où ça a bien marché, contrairement à ce que Marx aurait voulu. La fin de la décennie suivante marque le début d'un douloureux processus de désindustrialisation qui sape les bases du monde ouvrier. Comme le montre de manière particulièrement émouvante Alan Bleasdale dans la série télévisée Boys from the Black Stuff, diffusée par la BBC en 1982, je ne connais pas. Enfin, je connais la BBC, mais... Le néolibéralisme de Margaret Thatcher, Maggie... Si tu nous regardes, transforme l'ancienne société industrielle, son économie, ses mœurs et ses pratiques, en coquille vide, usine en ruine, chômeurs contraints de s'adapter aux exigences de la nouvelle économie des services. Les syndicats ne sortent pas indemnes d'une telle mutation. Donc là, les syndicats se font défoncer. Et aussi, ça c'est intéressant, parce qu'en fait, quand tu brises une société industrielle, quand tu brises comme ça s'est passé en France, hein, quand tu brises les bastions ouvriers en délocalisant, en juste tout simplement l'économie industrielle s'écroule, c'est pas juste des gens qui se retrouvent au chômage, c'est des mœurs et des pratiques qui s'écroulent. En fait, c'est un mode de vie, c'est un écosystème qui meurt, quoi. J'ai l'impression de parler de petits pandas, mais en fait, oui, c'est associé à tout un mode de vie. Dans la vidéo sur Tolkien, je parle de cette histoire de... Il y a une citation de Bruce Bégou sur la décence ordinaire, qui explique que la décence ordinaire, qui est cette espèce d'idée que dans les classes populaires, il y aurait une espèce comment dire, d'instinct, de pratique, d'habitus, dirait Frédéric Lordon, de solidarité, qui serait lié en fait à leurs conditions sociales, c'est un peu lié à ça, quoi. Swift 34 mérite un poutou. Alors c'est pas que ça la décence ordinaire, là je vais très très vite, mais c'est un peu cette idée-là, quoi. C'est une contre-société qui disparaît complètement. C'est ce qui s'est passé avec l'écroulement des bastions industriels en France, l'écroulement du PC, etc. Et donc en plus les syndicats qui se sont faits... donc syndicats qui sont à l'origine hein, quand même de la création du Labour, ça a été dit, donc très très associés au Labour, où du coup ils sont bon, ça vous savez, ils se sont fait plier violemment par Thatcher. C'est pour ça que maintenant on parle de moment Thatcher en France avec Macron, même si c'est pas tout à fait exactement la même chose. Et donc, après les églises non conformistes et les syndicats, la débâcle des élections générales de décembre 2019 illustre l'ébranlement de la dernière des trois institutions qui structuraient la gauche britannique, son parti, donc le Labour. Selon M. Maurice Glassman, figure de proue du courant Blue Labour, donc, alors ça je connais pas trop, mais a priori c'est conservateur sur les questions sociétales, mais hostile au néolibéralisme. Alors ça doit être je sais pas, c'est quoi, c'est du Michéa? C'est quoi? Je sais pas trop. Mais ça ressemble à ça.
Orwell, le pauvre, il se fait récupérer par toutes les... Oui, parce que la décence ordinaire, c'était notamment... c'est notamment Orwell qui en parlait. Voilà. Et bon. Et donc voilà, ce monsieur du Blue Labour, le parti travailliste serait même en train de périr. 2019 aurait mis au jour le fossé insurmontable qui le sépare désormais de la classe ouvrière, dont il prétend être le porte-parole. Et alors bon, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que et ça, le fossé se fait aussi sur le côté... sur la question du Brexit notamment. C'est la pause fumette, ASMR. À la fin du mois de novembre 2019, 2 semaines avant le scrutin, le militant et écrivain Owen Jones, il est intéressant, lui, je le suis, sonner l'alarme, une victoire des travaillistes serait impossible s'il perdait le vote ouvrier, surdéterminé par son adhésion au Brexit. Il prenait alors l'exemple de la circonscription de Grimsby, sur la côte Est, alors que la ville était aux mains des travaillistes depuis 1945, les enquêtes suggéraient que les électeurs traditionnels du Labour s'apprêtaient à voter en masse pour le parti du Brexit de Nigel Farage, qui est quand même plutôt un parti de droite, voire d'extrême droite, mais qui était un parti du Brexit, promettant de faire la circonscription conservateur. Jones avait vu juste, mais un peu tard, puisque, prisonnier de sa bulle londonienne, boum, ça tire à balles réelles, il avait longtemps plaidé dans ses articles du Guardian pour un alignement du Labour, pour un alignement du Labour sur une position anti-Brexit. Effectivement, je ne sais pas si c'est une attaque justifiée contre Owen Jones, mais effectivement, il y a un petit problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu dis, oh là là, mais on va perdre le vote ouvrier, mais les ouvriers, ils votent pour le Brexit. Mais il faudrait pas perdre le vote ouvrier, mais il faudrait être anti-Brexit. Donc c'est compliqué. Vous voyez, quand même, c'est quand même coup dur pour les travaillistes, cette affaire de Brexit, quoi. Comment tu te sors de cette... comment tu fais cette coalition-là? C'est quand même compliqué, quoi. Les transformations sociologiques du Labour et la distance croissante entre lui et la classe ouvrière ne datent pas d'hier. Elles débutent avec la victoire en 1997 de M. Tony Blair du New Labour. Donc le New Labour, c'est ce truc troisième voie à la Clinton. Enfin, c'est plutôt Clinton qui est à la Blair, je pense, mais bon. Enfin, je sais pas d'ailleurs dans quel ordre ça s'est fait. Rendu possible par une alliance de circonstances entre classe populaire et classe moyenne. Au cours des années 2000, beaucoup ont analysé l'essor du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, donc UKIP, ce qui, on va dire, précède le Brexit Party, comme une évolution de la droite. Mais les chercheurs Robert Ford et Matthew Goodwin ont démontré que le Labour puisait également ses électeurs chez les déçus de la gauche. Ça, c'est intéressant parce que on a un peu souvent tendance à faire des analyses du style uniquement sur l'idéologie, en fait, des partis, alors qu'en fait, la sociologie des partis, c'est hyper, hyper central. On en reparlera souvent dans les matinales, vous verrez, j'en ai parlé sur les primaires ricaines aussi. Les deux, Clinton et Blair, sont issus de la même pensée, c'est guidance, ok. Donc voilà. Ah, vous êtes sur Orwell et la récupération par la droite, ça vous énerve, ça, je sens que ça vous énerve. Ça ne vous fait pas rire, quoi. Exclusivement eurosceptique lors de sa formation, le parti de M. Farage est devenu le véhicule d'une critique du marché du travail britannique, notamment après l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est en 2004. Il mettait sur la table des questions que le Labour refusait de considérer, préférant se préoccuper des priorités d'une autre frange de l'électorat, les résidents des métropoles qui profitaient à plein de la construction européenne. Ah voilà. Là, on retrouve le clivage qui s'exprime dans la sociologie des votes sur on va dire les jeunes éduqués, même si issus des milieux populaires, jeunes, éduqués, et du coup plus en phase avec la construction européenne, puisque n'en voyant sans doute que les villes, les échanges, le marché éventuellement, pour ceux que ça intéresse, les programmes, ce genre de choses, alors que dans les bastions ouvriers où c'est tout pourri, où les usines sont en ruine, etc., t'as pas cette même impression de la construction européenne, et même de manière générale des marchés internationaux et ce genre de choses. C'est la pomme de la discorde, le Brexit, exactement. Une question... Alors, je rappelle que je n'ai pas d'avis là-dessus. Là, je vous expose ce problème. Je ne sais pas ce que je serais bien en peine de vous dire ce que le Labour aurait dû faire. Une question se pose toutefois. Si le divorce entre le parti travailliste et les classes populaires se préparait depuis plus de 2 décennies, comment expliquer qu'il soit devenu aussi soudainement manifeste lors des élections 2019? À cela, 2 éléments de réponse, le corbynisme et le Brexit. Corbynisme, j'ai l'impression que c'est genre des corbeaux. C'est genre, je sais pas, le corbynisme, tu vois, j'imagine, je sais pas, une espèce de secte avec des corbeaux, d'ailleurs. Corbeaux là, un peu un truc de Game of Thrones, tu vois. Il pourrait y avoir les corbynistes. Donc bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je raconte? Le corbynisme, courant politique associé à celui qui dirige le Parti travailliste depuis 2015, donc, se caractérise par un paradoxe.
D'un côté, l'élection de M. Jeremy Corbyn, je prononce vraiment très très à l'anglaise, à la tête du Labour, a marqué le début d'une radicalisation idéologique. C'est ce que je disais tout à l'heure, retour à une ambition socialiste dont nul ne rêvait depuis les années 1970, revendication d'une nationalisation des services publics, regain d'un esprit ouvriériste. Donc ça, ok. Donc là, normalement, tout va bien. Corbynisme, c'est la garde de nuit, oui. Ça tourne mal. Parce que oui, vous savez que c'est plus Corbyn, hein. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est plus Corbyn, il y a des élections en ce moment, on ne sait pas encore... Voilà. Donc bref, donc là, normalement, tu te dis, ah, c'est bon, on arrête avec les conneries de Tony Blair, on revient sur... On revirage à gauche. Mais... moi, je suis pour, évidemment. Monsieur Corbyn lui-même incarne ce courant. Sa carrière politique est inséparable des manifestations anti-impérialistes, des grèves des années 1970-1980, sacré Jérémy. On a pu estimer que ce virage à gauche replacerait le Labour au cœur des réseaux sociaux et culturels populaires, que les militants travaillistes retrouveraient leur centralité dans les territoires traditionnels du Nord. Plot twist, mais le corbynisme s'est accompagné d'un autre mouvement sociologique, celui-là. Sa radicalisation idéologique s'est doublée d'un embourgeoisement accéléré. Alors là, vous allez voir, c'est très ligne diplo. Oui, ce sera soit Keir Starmer, soit Rebecca Long Bailey. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu ça d'un petit peu de loin, mais que Rebecca Long Bailey, donc c'est une jeune travailliste qui a l'air d'être plutôt l'héritière de Corbyn là-dessus, en tout cas la plus à gauche, et Keir Starmer, qui m'a pas l'air d'être non plus un blairiste, qui est quand même plus sur un recentrage du leadership Labour. Donc bref. Alors oui, donc le parti a attiré des milliers de nouveaux adhérents, avec plus d'un demi-million de membres, il est le plus grand d'Europe. Mais comme l'explique le député travailliste John Crudas, salut Geeks17, le corbynisme ne marque de rupture avec l'époque de M. Blair qu'au niveau des idées. Sur le plan du recrutement, il serait au contraire devenu encore plus blairiste, dominé par des militants issus de la génération Y, instruits, vivant à Londres ou dans des villes universitaires comme Cambridge et Brighton, actifs dans les secteurs économiques les plus dynamiques, mais touchés par la précarité. Ça marche en France, ça. Vous voyez, vous retrouvez bien cette sociologie-là. J'aimerais bien voir les données là-dessus, mais j'imagine qu'en plus, beaucoup de ces gens sont aussi des enfants de ces campagnes ou villes ouvrières anglaises qui sont partis à la ville, comme il n'y a plus de boulot. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est une conséquence de l'explosion des bastions ouvriers, c'est que les enfants s'en vont. Et ils vont faire des études, parce que sans études, tu peux plus rien faire, et puis il n'y a plus de boulot, de toute façon, chez papa-maman, donc tu vas en ville. Et là, tu travailles à Carrefour Market. Et c'est pour ça que tu es dans la précarité. Mais tu travailles avec Carrefour Market avec une licence, et ça, c'est bien. Ça, c'est formidable. Et là, on retrouve les... Coucou, Miro Pèlerin, bonjour. Est-ce que c'est pas la sociologie des insoumis un peu jeunes, éduqués, précarisés? Pas que parce qu'ils... Alors, en fait, j'ai pas les chiffres sur Ça, faudrait regarder les chiffres sur la composition du mouvement lui-même. Après, l'électorat insoumis, on va dire l'électorat Mélenchon de la présidentielle, ça, les chiffres, je les avais. J'ai pas là, hein, mais en gros, c'est un des électorats qui est le plus stable dans les catégories professionnelles. Alors, évidemment, chez les plus privilégiés, c'est pas ouf. Mélenchon, mais Mélenchon, il est assez transversal. En fait... on pourrait presque dire, je vais pas passer la pommade à Mélenchon parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes dans ce qu'il a pu faire de sa campagne, mais en tout cas, le sociologie de son électorat à la présidentielle précisément, il a réussi ce que le Labour n'a pas fait. C'est-à-dire qu'il était à peu près constant. Alors bon, l'électorat ouvrier, ça vote quand même très très FN, mais il marche très bien chez les ouvriers, il marche très bien chez les jeunes éduqués de gauche. Il marche assez bien dans les classes moyennes aussi, etc. Donc ça marche. Et alors, il marche grave bien chez les jeunes, Mélenchon, à ce moment-là en tout cas, et un petit peu moins chez les vieux. Mais bon. Et en tout cas, là, vous voyez que là, sur ce qu'il dit sur la sociologie donc de ces militants, là, c'est des militants, hein, Labour, mais ça se retrouve aussi dans les votes, et c'est notamment ceux qui ont fait la victoire de Corbyn. On retrouve les séparations qu'on avait plus haut. Donc là, le problème générationnel. Le problème urbain, enfin c'est pas des problèmes, mais la fracture urbain, petite ville ou campagne, et universitaire, et niveau d'éducation on va dire. D'accord, tout en étant en fait, pas forcément économiquement très privilégié. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est pour ça qu'embourgeoisement, je trouve que c'est un petit peu... en fait, le problème, c'est que quand on dit embourgeoisement dans ce sens-là, attention, c'est au sens...
presque historique du truc de bourgeoisie urbaine, petite bourgeoisie urbaine. C'est pas embourgeoisement au sens soutenu par les capitalistes et les hauts fonctionnaires, quoi. Donc bref, le programme du Labour pour la campagne électorale reflète les préoccupations de ce groupe social. Il amalgame une forme de socialisme radical, renationalisation, abolition des écoles privées, nouvel internationalisme en matière de politique étrangère. Donc ça, vous pouvez le voir dans le manifeste, qui était vachement bien. Le manifeste du Labour pour cette élection, c'était vraiment pas mal. Pour un parti réformiste, c'était pas très mal. Une des clés pour comprendre... Attends, parce que tu mets des grands trucs, je vais peut-être te lire aussi, il y a quelqu'un de beaucoup plus calé que moi sur le chat. En fait, l'embourgeoisement du Parti travailliste, c'est dû à des réformes du parti qui donnent plus de force aux adhérents individuels, alors qu'avant, le Parti travailliste était plus aux mains des syndicats. Et oui, et c'est ce qui a permis de... Alors, Corbyn étant soutenu quand même par les syndicats, mais c'est ce qui a permis de faire rentrer autant de gens qui soutenaient Corbyn, ouais. Les syndicats britanniques sont très réformistes, mais depuis Blair, il y a une captation de la classe moyenne plus, et c'est aussi dû aux valeurs postmodernes du parti qui sont assez bourgeois compatibles, ok. Mais une des clés pour comprendre ça, c'est de voir comment le Labour marche. C'est assez technique. Mais voilà, mais déjà c'est intéressant ça, cette histoire de donner plus de force aux adhérents individuels, et donc éventuellement à des jeunes qui voudraient adhérer comme ça, et des jeunes qui ne sont pas par ailleurs dans des structures collectives. C'est assez intéressant. Plutôt qu'une adhésion par le syndicat ou ce genre de choses. C'est intéressant, je ne savais pas ça, je n'avais pas vu ça. Tu fais bien de le dire. Où est-ce que j'en étais? On va déborder un petit peu, hein, c'est pas grave. Et vous êtes toujours là de toute façon, vous êtes 162, bravo à tous, à toutes et à tous, merci. Et donc merci pour le raid de host au début, mais merci les gens qui sont restés et les gens qui sont arrivés après. D'ailleurs, il faudrait faire la sociologie de la matinale de host et de la mienne. J'imagine qu'il a plus de gens qui bossent et que moi j'ai plus d'étudiants et de chômeurs à cette heure-ci. Mais on pourrait comparer nos électorats. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous. Et aux gens qui suivent et qui s'abonnent aussi, parce que c'est ceux qui aussi s'abonnent qui permettent de faire les émissions. Bref. Aux côtés des causes fondamentales comme le... Alors attends. Et un vif intérêt pour les questions... Ah oui, alors c'est ça. Donc le socialisme radical, donc là on va dire le volet, on va dire le plus économique, et un vif intérêt pour les questions d'identité, très à la mode dans ce début du 21e siècle. Alors ça c'est très... vous voyez, ça c'est très... c'est un truc que j'aime pas trop dans la ligne diplo. El Patissator, bonjour. Là c'est pas le diplo qui parle, c'est le mec qui parle, mais... L'analyse est juste. Et le truc de dire « Ah, c'est très à la mode, les questions d'identité », c'est genre... mec... on appelle pas ça une mode, quoi. C'est pas parce qu'il y a des mouvements d'émancipation qui arrivent que c'est une mode, quoi. Enfin bon, bref. C'est la formulation, je suis pas très fan, quoi. Mais bon. Aux côtés de causes fondamentales comme le féminisme et l'antiracisme, d'autres dont l'urgence frappe moins, défense de la fluidité du genre dans un monde toujours trop binaire. Voilà, alors ça c'est ça. Très bien, donc dont l'urgence frappe moins. Oui, bah évidemment, mais... Enfin, si, pour des gens, il y a une certaine urgence, quand même, là-dessus. Mais bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est en tout cas... Ce qui est clair, c'est que bien sûr, ces questions-là sont moins effectivement perçues par le groupe dont on parlait, c'est-à-dire la classe ouvrière historique du parti, c'est-à-dire celle du Nord et de Birmingham, et de ces coins-là. Aux yeux de certains membres des classes populaires, la première ambition relève de l'utopie et la seconde des préoccupations qui peinent à s'élever au rang de priorité. La seconde, c'était quoi? Oui, il parle des toilettes pour qu'elles soient mixtes, pour ne pas discriminer les personnes transgenres, etc. Ce genre de points programmatiques-là. Notez que d'ailleurs, du coup, le Labour a intégré ça, ce qui est quand même d'un point de vue... Moi, j'applaudis quand même que le Labour prenne position là-dessus, et je trouve que Corbyn est très bien là-dessus. Mais il est à noter qu'effectivement, c'est une rupture avec d'autres préoccupations. Là où c'est problématique, c'est quand tu peux plus, c'est que le Labour n'arrive pas à concilier ces deux choses-là. Alors que, bon, je ne peux pas dire Mélenchon, parce que Mélenchon, il n'était pas forcément... c'est un contexte un peu différent, mais par exemple, j'ai l'impression que Sanders y arrive plus. Ouais, dans l'urgence, frappe moins, au secours. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai mis warning au début, ligne monde diplo, hein. Donc voilà, hein, faut toujours savoir qui parle et depuis où, hein, bien sûr. Mais bon, ceux qui disent le diplôme savent qu'ils laissent quand même, et tant mieux aussi qu'ils laissent la parole, à des lignes un petit peu comme ça, des fois, quand même, quoi.
Et du coup, il y a quand même ça fait débat et c'est assez agaçant des fois certaines formulations de ce genre-là. Bref, continuons sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'analyse sociologique du truc. Quant au Brexit, donc voilà, on revient à cette question-là parce que c'était le truc principal. Certains leaders du parti, comme Monsieur John McDonnell, l'ont vite cité comme l'une des raisons de la défaite. Il est vrai que l'électorat du Labour était divisé entre partisans et ennemis de la sortie de l'Union européenne votée par les Britanniques en 2016, une fragilité que les conservateurs ont exploitée avec leur slogan Get Brexit Done, donc le faire, ce Brexit. Mais cette scission idéologique au sein de l'électorat travailliste reflète également son hétérogénéité sociologique. Et c'est ça par exemple, voilà, c'est ça qui est très intéressant, et qui fait que d'ailleurs, il n'est pas obligé de foutre ces espèces de formules sur les priorités ou je sais pas quoi, on en a rien à foutre. La question, c'est ça, c'est qu'effectivement, ça, c'est lié à une question aussi de sociologie de l'électorat. De l'électorat et tout simplement des adhérents, des militants, etc. Et ça, c'est vrai. Et on l'a vu notamment sur le Brexit. Donc, quand on a vu nos petits graphiques tout à l'heure, on y revient. Donc voilà. Alors que M. Corbyn est discrètement resté proche de l'euroscepticisme de gauche, une vision majoritaire au sein du Parti travailliste dans les années 1970, ça c'est intéressant de dire que le Labour était beaucoup plus eurosceptique dans les années 70, de nombreux militants travaillistes jeunes et urbains ont lu le vote en faveur du Brexit comme une manifestation de xénophobie et de racisme. Pour la majorité des travaillistes, la vision critique de l'Europe semble avoir cédé la place à un attachement identitaire à l'Union, puisqu'être pro-européen, c'était être ouvert, tolérant et internationaliste, et curieux, voter pour le Brexit ne pouvait relever que du chauvinisme le plus crasse. Et effectivement, et ça c'est une question qu'il va falloir qu'on règle en France aussi. Pas vis-à-vis du Brexit, mais la perception d'une partie de la jeunesse éduquée française, pourtant proche des idées progressistes, la vision qu'elle a des classes ouvrières est un problème. De penser que forcément... C'est un problème qui s'est passé au début des Gilets jaunes, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'en France, ça se règle beaucoup plus facilement. Enfin, ça commence, par exemple, sur les Gilets jaunes, le discours a vachement changé. Mais au début, il y avait quand même des réflexes un petit peu craignos, quand même, de la part de la jeunesse progressiste, j'allais dire traditionnelle, mais métropolitaine. Coucou Hibou Soyeux. Et le problème aussi de la classe ouvrière qui ne veut pas entendre parler de questions pourtant fondamentales. C'est pas qu'ils veulent pas entendre parler, mais qui perçoivent, c'est pareil, c'est une question de perception, mais qui perçoivent la jeunesse de centre-ville avec oh ce truc, elle, machin truc, on en a rien à foutre. C'est aussi un problème. Et normalement, il faut parvenir à faire une alliance de ces groupes sociologiques-là, puisque les intérêts sont communs à ce niveau-là. Et ça, c'est une difficulté qu'on va avoir, on en reparlera peut-être dans les matinales. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, le mouvement... Les Américains y arrivent mieux. J'ai l'impression que le mouvement de Sanders y arrive mieux, à faire le lien entre classe ouvrière la Rust Belt, par exemple, aux États-Unis, et les centres-villes, par exemple. Et d'avoir des candidats working class, un discours working class d'ailleurs, et d'avoir Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria Ocasio-Cortez, il arrive très très bien à faire ça, je trouve. Avec un discours très très working class et aussi déjà elle-même est une femme racisée, donc déjà elle apporte une représentation dans le Congrès, mais en plus voilà, elle vient de New York, quoi. Voilà, exactement le débat que vous avez sur le chat. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus critique en Angleterre qu'en France, même si ça existe. Et j'ai l'impression que les convergences qu'il y a pu y avoir entre les Gilets jaunes et même en fait, les Gilets jaunes et Extinction Rébellion, par exemple. S'ils arrivent à se mettre ensemble, c'est parfait, parce que là t'as les deux sociologies, quoi. T'as vraiment... faut pas caricaturer, hein, mais t'as les deux sociologies. Donc ça, c'est cool. Bon, t'as les deux sociologies, mais quand même très blanches, dans les deux cas, dans les deux exemples que je cite. Mais bon. Mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est tout ça une question d'alliance. On arrive à la fin. J'ai un petit peu débordé. On arrive à la fin de l'article. Ce déchirement a provoqué une évolution importante dans l'attitude du Labour. En 2017, le programme du parti appelait très concrètement à sortir de l'Union européenne dans un chapitre intitulé Comment négocier le Brexit.
Bon, clairement, le monsieur qui a écrit l'article sous-entend que le Labour aurait dû dire on a un parti du Brexit, quoi. Mais bon, ça je n'en ai aucune idée, honnêtement. En 2019, il s'engageait à soumettre un éventuel accord avec l'Union à un second référendum, dans lequel il aurait été possible de voter contre la sortie. Je suis pas tous les débats sur le chat. Il y a aussi un truc. Là, putain, j'aurais dû le préparer, c'était génial. Est-ce que vous vous rappelez C'était sur la PMA, je crois. Il y avait eu une enquête d'opinion qui était vraiment intéressante, qui montrait. Si je dis pas de bêtises, c'était la PMA. Selon les classes sociales et les partis politiques, enfin les sympathies politiques, comment dire, le niveau de favorabilité du projet de loi, je crois, ou spécifiquement, je sais plus exactement ce que c'était. Et en fait, c'était assez intéressant parce qu'en fait, tu voyais que dans les milieux, on pourrait dire ah oui, mais là, les milieux populaires, conservateurs, etc. En fait, ils étaient tout à fait favorables à ça, vachement soutenus par les ouvriers en France. Ouais. Et comme quoi, en fait, faut pas non plus, faut vraiment, je pense justement, j'ai pas de solution miracle à ça, mais une des solutions aussi pour sortir de ça, c'est que peut-être la petite bourgeoisie éduquée ou précarisée arrête de penser, puisque tout simplement c'est faux, que la classe ouvrière n'entend pas ces revendications-là. 61% de mémoire, il me semble que c'était à peu près ça. Et par contre, chez les gros bourgeois, ben, en fait, c'était pas top, le soutien à la PMA. Donc n'écoutez pas les discours de merde qui disent que finalement... que ce soit des discours qui viennent d'ailleurs, ça se recoupe, hein, c'est les gens qui disent ça, qui disent oui, de toute façon, la classe ouvrière, elle est conservatrice, c'est des gens de droite qui aimeraient bien justement en profiter pour dire mais oui, mais regardez, en fait, les vraies valeurs de la... Quand eux-mêmes ils ne sont pas de classe ouvrière d'ailleurs, les vraies valeurs de la classe ouvrière, c'est d'être des gros beaux racistes. Et à côté, coucou Manasong, bienvenue. Et à côté, c'est un discours que tu peux retrouver aussi chez la petite bourgeoisie qui devrait faire son autocritique camarade, qui vote à gauche, etc. un petit peu, et qui trouve que la classe ouvrière, c'est aussi un petit peu des gros beaux racistes. Et du coup, ils se retrouvent à dire exactement la même chose que la droite. Donc arrêtons avec ça déjà, ce serait pas mal, puisqu'en plus, apparemment, c'est faux. En tout cas, c'est faux. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, et ce truc sur la PMA était très très intéressant à ce niveau-là. Voilà. Ah bah oui. Mais les riches, ils votent, ils sont très réactionnaires. Hein. Faut pas oublier que les riches sont très réactionnaires. Faut le rappeler ça quand même. Je trouve ça fou qu'on doive le rappeler, mais oui, quand même. Hein. Alors après, si des fois ils trouvent le moyen de dire qu'ils sont progressistes, ça s'appelle Macron. Donc voilà. Donc est-ce que vous trouvez que Macron est progressiste, vous? C'est un autre débat. Bref, où est-ce qu'on en était? Je crois qu'il ne nous restait plus grand-chose. En 2019, il s'engageait donc toujours le Labour, à qui il reproche d'avoir été pro-Brexit plus clairement avant, et là de se prononcer pour un éventuel accord avec l'UE à un second référendum, enfin le soumettre l'accord à un second référendum dans lequel il aurait été possible de voter contre la sortie. Ce qui a pu d'ailleurs être perçu comme une remise en cause du vote d'origine. À juste titre. Même si on peut discuter de l'intérêt de peut-être refaire un vote. Mais de toute façon, honnêtement, je suis pas persuadé que s'il y avait un vote... A priori, en fait, s'il y a un vote, c'est Brexit qui passe, quoi, de toute façon. Donc, il faut peut-être faire le deuil de ça. Est-il vraiment réaliste de laisser une partie de ses militants mépriser pendant 3 ans les partisans du Brexit en les accusant de racisme et de mensonge? Alors, c'est vrai que les Anglais, donc, ils ont cette... On va finir là-dessus, mais... Eux, ils ont cette question du Brexit qui vraiment cristallise ça, et on a vu qu'au niveau de la sociologie des électorats, elle est hyper représentative de ça. J'ai pas l'impression qu'en France, il y ait une question qui centralise autant ça. Et c'est plus diffus quand même. De changer de posture sur cette question afin d'amadouer les europhiles et de se tourner vers les classes populaires favorables au Brexit pour leur demander leur soutien. Quel avenir pour la gauche dans ces conditions? Depuis les élections, beaucoup, considérant que la rupture sociologique n'est pas encore consommée, s'interrogent sur les moyens pour le Labour de renouer avec la classe ouvrière. Donc, il y a un débat dans le Labour manifestement, pour faire ça, et d'autres invitent les couches populaires à revisiter leur propre histoire de représentation directe de leurs intérêts, sans attendre qu'on parle pour elles. Donc, alors, je sais pas ce qu'il entend par là, mais j'imagine peut-être plus passer par... peut-être d'autres formations que le Labour, peut-être plus les syndicats, l'organisation locale, ce genre de choses, je ne sais pas, il ne dit pas grand-chose, puisque c'est la fin de l'article. Voilà, donc c'était l'article du... Voilà, merci Dipo. Abonnez-vous. Dipo, je n'ai pas l'autorisation de dire ça. Le mariage pour tous, bah non, parce que le mariage pour tous, enfin, là j'ai pas la doc là-dessus, mais enfin, on est d'accord que le mariage pour tous,
l'opposition, c'était quand même... l'opposition venait quand même surtout de la bourgeoisie conservatrice traditionnelle. On est d'accord quand même. Enfin, je veux dire, les gens que tu voyais dans la manif pour tous, c'était pas des ouvriers, manifestement. Il y avait un petit peu trop de carré Hermès, quand même, et de serre-tête, dans la manif pour tous. Oui, les sondages le confirment. Alors par contre, je sais pas, j'ai pas vu sur la question à ce moment-là d'enquête d'opinion par classe professionnelle, par CSP par exemple, ou par niveau d'éducation, ce genre de truc. Mais oui, non, manifestement, là, à vue de nez, je crois pas je ne pense pas que ce soit une fracture qui soit similaire sociologiquement, je ne crois pas. Voilà, les ouvriers sont ce que je disais avant, sont plus favorables à la PMA que les cadres, par exemple, selon les enquêtes d'opinion. Sur le mariage pour les personnes du même sexe, je sais pas. J'ai pas de chiffre, donc je veux pas m'avancer. Mais je doute que ce soit un problème. Hein. Même ce gros réac de Sardou était pour le mariage pour tous. Bah oui. Ouais, mais Sardou, Sardou, Sardou il est surprenant des fois. Il est surprenant. Mais en même temps, c'est une telle caricature de mec de droite qu'il ne peut que nous surprendre. Mais voilà. Et donc, bon, mais voilà, c'était le monde diplo. Je me demande s'il faudrait pas que je leur envoie un MP. Vous pensez que je devrais leur envoyer un MP pour leur dire est-ce que je fais écouter, je suis abonné, je paye. D'ailleurs, je paye grâce à vous. Dans mon budget, je considère les gens qui me soutiennent sur Tipeee, Utip et sur Twitch. C'est ce qui me permet. J'utilise cet argent-là pour mes abonnements qui servent à nourrir les vidéos, les streams, etc. Ça se passe comme ça. On parle de Sardou, j'apparais. Fab Gordon, bienvenue à toi. Mais je vais arrêter, mec. Mais coucou. Mais j'avoue, tu apparais dès qu'on dit Michel Sardou 3 fois. C'est assez incroyable. Si tu veux, on fera un live sur Sardou. Tu veux qu'on fasse un live sur Sardou dans les entretiens? Ah si, alors avant de vous laisser, alors il faut que je vous trouve une chanson de fin. J'avais mis London Calling au début, évidemment. Je vais vous remettre Boris Johnson en fond. Voilà, comme ça, je pense que vous l'avez pas volé. Tenez, regardez-moi cette bonne tête. Oh, en fait, vous avez la... coucou, Dim 1410. Vous avez la tête dans le cul de droite et la tête dans le cul de gauche. Je pense qu'on est un peu tous... Finalement, c'est assez transpartisan, la tête dans le cul, quoi. Non, vous croyez pas. Oui, prochain live, donc, les matinales, ça va être... Alors, bon, j'ai décidé, les matinales, sauf exception, où ça sera des midinales, mais ça sera les matins à 8h45. J'avais dit 9h, mais comme host, sans se concerter, on a lancé des matinales en même temps. Heureusement, il est beaucoup plus matinal que moi, car il est suisse. Et lui, sauf que lui, alors je sais pas pourquoi, il fait jusqu'à 8h45. Donc j'ai dit, bon, mais si tu veux, je prends le... Voilà, on a qu'à faire ça. Comme ça, hop, je récupère, je récupère son électorat, juste derrière. Et puis comme ça, au moins, il n'y a pas un... Parce que la première fois qu'on avait fait, il y avait un quart d'heure de battement entre les deux, ce qui est un peu con. Alors que là, ça fait comme une espèce de mini-grille de programme, un petit peu. Comme dans les vrais médias. Ouais, il amène du... Alors, c'est pas du café, c'est du thé. Would you like some tea? Je vais pas vous mettre la séquence, mais vous pouvez la trouver. Vous tapez tea Boris Johnson et c'était assez extraordinaire. En plus, et John Oliver en avait parlé dans une. Vous pouvez regarder le John Oliver sur. Je sais pas s'il y a les sous-titres français maintenant sur Boris Johnson. C'est assez intéressant. Il fait un portrait du personnage qui est assez intéressant. Notamment sur le fait que, en fait, son côté un peu à l'arrache et maladroit et un peu grotesque, comme là, est assez réfléchi en fait, c'est probablement assez utilisé en tout cas en termes de com. C'est qui ce monsieur suisse que j'ai pas écouté? Ah bah si, alors en fait de 7h à 8h45 je crois tous les jours du lundi au jeudi. De 7h à 8h45 sur Twitch, host politique, OST et politique avec un K au lieu d'un C. Vous avez host politique, c'est-à-dire Cotentin de ouvrir les guillemets. Et Os Politique sur Twitter, qui fait une matinale, mais lui il fait une vraie matinale radio de professionnels, etc. C'est pas genre moi qui va ragouine sur le même sujet pendant 1h30, alors j'y connais rien, en lisant des articles. Donc, mais du coup, abonnez-vous à Os Politique, c'est grave bien.
Et sa matinale, elle est vraiment... Bon, alors moi, du coup, je suis jamais complètement levé pour, pour l'écouter depuis le début. Mais vous pouvez l'écouter en replay, c'est grave, grave bien, quoi. Et donc, les prochains streams, donc tous les lundis, il y aura ça. Je sais pas ce qu'on fait lundi prochain, en général, je décide le week-end ou dans le week-end ou dans la semaine ce qu'on va faire à la matinale. Le mardi soir, 19h-21h, on va faire et des fois on débordera. On va faire du gaming autogéré, sachant que j'ai voulu garder un créneau gaming, mais ça sera du gaming avec le chat. Et du coup, on va reprendre Banner Saga du Peuple, pour ceux qui avaient se rappelaient quand je faisais ça sur YouTube, les parties de Banner Saga, qui est un tactical médiéval fantastique de fin du monde, on va dire, avec énormément de choix, cornélien et gravissime, et déchirant. Et où en fait on prendra les décisions voilà, en AG. En AG sur le chat, sur le jeu, et voilà, ça sera rigolo. Et donc on va reprendre ça, ça sera tous les mardis soirs, et les mercredis soirs, il y aura donc Hasta la Vista Fauteuil Club, donc de 20h à 22h les mercredis soirs, sauf quand je dois décaler pour un invité, mais là ça va pas être le cas. Donc où ce sera une discussion de 2 heures sur un sujet avec un invité, en vocal en général, mais il y aura aussi des gens en direct. J'ai fait du Papers, Please, j'imagine. Bah non, parce que tout le monde l'a fait. Donc là, on va faire Banner Saga. En fait, pour le gaming collaboratif du mardi, donc ça sera Banner Saga. Après, il est clair qu'à partir de, disons... Enfin, en gros, dès qu'il y a une traduction française de Disco Elysium qui sort, on fera Disco Elysium. Ça va être chiantissime, vous serez 12, parce que c'est énormément textuel comme jeu. Mais franchement, Disco Elysium, ça a l'air juste trop ouf. Les développeurs les développeurs ont dédié leur prix au Game Award à Marx et Engels. Donc, je suis un peu contractuellement obligé d'y jouer. Et en plus, ça a l'air, franchement, sur la narration et l'approche politique, ça a l'air d'être juste ouf. Coucou Narcisse Steiner, mais on va s'en aller. Je suis en train de parler du programme. Je vais le publier. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre en dessous dans les images, le programme. Je crois qu'on peut faire ça. Je vais faire ça. Le programme, donc, et mercredi, donc tous les mercredis, il y aura un entretien avec un invité différent. Pour février, je peux vous dire... oui, mais j'en ai 3 de confirmés pour février, donc mercredi, là qui vient, on va parler fantasy et politique, et du coup ça va rebondir sur la vidéo qu'on a sortie vendredi sur Tolkien, même si en fait c'est une coïncidence, mais vendredi, je recevrai Patrick K. Doudney, qui est l'auteur du cycle de Sif, donc un cycle d'Heroic Fantasy édité au Diable Vauvert, donc qui en est à son 2e tome, qui est quand même Grand Prix de l'Imaginaire 2019, et c'est juste grave, grave bien, et c'est super intéressant, et il a une approche politique très intéressante, donc on va parler de fantasy et politique avec lui, on va parler de son travail, mais vous verrez que c'est très très lié à la question de la fantasy et de la politique, et puis même de la fiction et de la politique. C'est très 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 bien. Hâte de voir le live avec le camarade Patrick, mais bien sûr, Patrick est un type absolument incroyable, qui en plus est très agréable à regarder physiquement. Donc voilà, j'essaie de vous vendre tout comme je peux. Non, mais et il est très sympa et très intéressant, et en plus c'est grave bien, et je suis en train de finir le 2e tome, donc normalement j'aurai fini le tome pour en parler la prochaine fois. Pas en audio. Oui, c'est vrai que... Ah si, il est en non, webcam. Bon, ça sera webcam salon chez lui. Hein. Ça sera pas d'une qualité d'image et de son assez incroyable. Hein. Mais c'est le but des entretiens, c'est qu'on puisse prendre les gens en vocal un petit peu et qu'on puisse savoir un petit peu qui on veut. Lost Nitrox en mode projet, bravo. Le mercredi d'après, normalement, je serai avec Angle Droit pour parler droit du travail. On fera un live droit du travail avec Angle Droit le mercredi suivant. On sera le combien? Donc là, Patrick Doudney, Fantasy et Politique, c'est mercredi le 5. Le suivant, ce sera le 12. Et le 19, normalement, bah oui, je peux le dire parce qu'il m'a confirmé. Le 19, ce sera Jérémy Perrin, le co-réalisateur, créateur du dessin animé Last Man, de pas mal de clips aussi que vous connaissez peut-être. Et alors, créateur de Crazy Young, même si c'est pas lui qui a gardé la réal, qui travaille sur un long métrage en ce moment. Et on parlera d'animation pour adultes, logiquement, et de l'animation en France. Voilà, en audio, j'imagine, Jérémy. Je sais pas si ce sera en webcam ou Donc on pourra parler de Last Man, de Crazy Young, de l'animation pour adultes en France. Donc ça c'est cool, et je suis pas encore sûr. Est-ce qu'on peut parler du problème Bastien Vives du coup? Alors, non. On va éviter parce que moi ça va me mettre mal à l'aise. Et en plus, on peut parler du dessin animé, on parlera pas de... J'ai même pas lu la BD, pour vous dire. Donc il n'y a pas de raison de parler de Vives et des délires un peu particuliers de Vives. Donc je ne connais pas du tout, donc en vrai, ça n'a pas grand intérêt d'en parler, et ça sera même pas vraiment dans le sujet, donc bon.
Donc voilà, et après bon, pour la suite, je sais pas encore sûr. Il y a des gens que je sais que je recevrai, on a des sujets. Il y a des gens qui reviendront. On a fait d'ailleurs en replay, on a fait mercredi dernier, c'était Estonie que j'avais reçu en vocal et on avait parlé longuement, c'était super intéressant, d'histoire, mémoire et politique, même si on avait énormément dévié sur le militantisme, la gauche et les références politiques de la gauche, on va dire, et les milieux militants. Et j'avais laissé dériver parce que c'était très intéressant. Mais Estonie, de toute façon, moi je veux bien qu'ils reviennent et tout parce que c'était vachement intéressant et c'était grave cool. Donc voilà. Bref, donc matinale tous les lundis. Banner Saga du Peuple, gaming collectif. On va faire des blagues très rigolotes et prendre des décisions de merde sur un jeu vidéo, mais tous ensemble. Et c'est ça la démocratie, c'est prendre des décisions de merde tous ensemble. Euh, et tous les mercredis, donc entretien avec donc Patrick Doudnay, Fantasy et politique, mercredi qui vient, Angle droit sur le droit du travail, mercredi suivant, et Jérémy Perrin sur l'animation, le mercredi suivant. Et je sais pas encore, mais ça sera tous les mercredis de toute façon, sauf s'il y a des problèmes avec les invités que je suis obligé de décaler et tout. Vendredi, la démocratie. Non, c'est le mardi, la démocratie. Et non, vendredi, c'est poisson. Mardi, c'est démocratie. Alors, qu'est-ce que je vous mets comme musique de fin? En tout cas, merci à toutes et à toutes d'être venus. Un générique de fin, qu'est-ce que je vais vous mettre? À part London Calling. London Calling, quoi, ça me fait penser à Billy Elliot. Ah, attendez, comment ça s'appelait? Cette chanson de Billy Elliot qui était grave bien. Enfin, qui est pas de Billy Elliot, mais... Ah, je vais vous mettre ça. Où celle-là? Ah, celle-là, elle est jolie. Je vais vous mettre ça à la fin. Mais parce que ça me fait penser à Billy Elliot sur le film de classe ouvrière anglaise. Ah, mais attendez, mais c'est génial en fait. Parce que. Qui a vu Billy Elliot? En fait, c'était carrément dans le thème. Si vous l'avez pas vu, c'est grave bien. Parce que vous avez le. C'est pendant les grèves ouvrières sous Thatcher. Donc, dans une. Je sais plus où c'est, mais c'est dans une ville ouvrière. Et donc, t'as tout le papa, toute la famille, le grand frère et tout, ils se battent avec les flics et ils sont sur les piquets de grève et tout. Et le gamin, lui, il veut faire de la danse. C'est film typique de gamin qui veut faire de la danse, sauf qu'il est dans un milieu où, bah, non, normalement, tu fais ouvrier. Sauf qu'il voit bien que c'est un peu la merde. Et il veut aller à la ville faire de la danse, quoi. Et c'est marrant parce que quelque part, est-ce que c'est pas un peu un film? C'est dur comme film. Non, mais c'est beau. Alors après, c'est super bon. Moi, je chiale hein, devant Billy Elliot. Il y a un moment, genre, c'est le film qui me fait chialer sur un moment où il brise un piquet de grève. C'est genre, moi, je suis en larmes à chaque fois. Trop bien. Ah ouais, regardez. J'étais pas prête à ce fond d'écran. Bah ouais. On a dit, c'est la tête dans le cul de droite et la tête dans le cul de gauche. Tous égaux face à la tête dans le cul. Et ouais, Billy Elliot, finalement, il y a ça, en fait. Il y a les parents, la famille. Où il y a en fait, cet écart générationnel et des gamins aussi de la classe ouvrière qui veulent aller à la ville faire des trucs artistiques, etc. Il y a aussi la question de l'homosexualité. Alors, ils n'ont pas été jusqu'à dire il est danseur et en plus il est homosexuel. Mais il a un petit camarade qui lui, qui permet d'aborder ce sujet-là, qui est un personnage vachement intéressant aussi. C'est dans le comté de Durham. Pile sur Tease, dont on parlait dans l'article du Monde Diplo. Bah, vous voyez, regardez Billy Elliot. Et je vous mets Cosmic Dancer de T-Rex, donc qui est une belle scène aussi de Billy Elliot.